Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ça va aujourd'hui? Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude sur Destination. Et les gars, est-ce que vous savez qu'on est actuellement dans l'avant-dernier épisode de la saison 1 du podcast? Wouh! Donc les gars, la semaine prochaine, ça sera le dernier épisode du podcast et on peut être fier de nous. Et justement, je vous spoil un peu, le prochain épisode, c'est sur la fierté. Comment être fier de soi-même. Et vraiment, ça conclut bien parce qu'on arrive à 20 épisodes du podcast. C'est crazy. Enfin bref. En tout cas, si c'est la première fois que vous cliquez sur cet épisode, bienvenue. Moi, c'est Emilienne, Just Amy sur les réseaux, Amy pour les intimes. Mais comme on est intime, bien sûr, vous pouvez vous asseoir sur mon canapé. En tout cas, je suis hyper contente de vous voir et aujourd'hui, on va passer un super moment. Étant donné que c'est l'avant-dernier épisode, oui, je vais le répéter. Donc, sur le podcast, on parle de course à pied, de dépassement de soi et de parcours de vie pour avancer tous ensemble, mais surtout pas à pas vers notre destination. Alors, sur l'épisode d'aujourd'hui, on va parler surtout du dépassement de soi, de la confiance, de la peur et de ce moment où tu réalises finalement que la vie que tu construis ne te ressemble plus vraiment. Et je ne serai pas toute seule pour en parler. Je serai accompagnée de mon amie Laura. Oui, je sais que ça fait longtemps que je suis toujours accompagnée là, mais le prochain épisode, t'inquiète, je serai toute seule. Donc Laura, elle a grandi entre Tahiti, la France et Montréal, d'une mère qui est militaire et sportive et qui lui a transmis le goût du mouvement, du courage et du dépassement de soi. Après des années dans un domaine qui ne lui correspondait pas, elle a finalement décidé de tout recommencer pour construire une vie qui a plus de sens pour elle. Donc vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler de reconversion, d'identité, de sport, évidemment, de résilience et du poids, ou surtout je dirais plutôt de l'impact des modèles que nous avons dans nos vies. Et enfin, la question essentielle, est-ce qu'on ose vraiment se choisir? On commence tout de suite. Bon bah salut les amis, comme je n'ai pas menti, voici Laura. Allô. Laura, bienvenue sur Destination. Merci. On est trop contente d'être avec toi. Oui, je suis trop contente d'être là. C'est toujours je sais pas pourquoi. Moi aussi, ça me rassure, ça me fait sentir moins seule. On est là, on est ensemble et tout. T'es sur ton canapé. Sur notre canapé. Sur notre canapé, excusez-moi. Je suis vraiment hyper contente de t'avoir dans mon podcast parce que, disclaimer, Laura m'a beaucoup encouragée à faire le semi-marathon back in the days. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, comme j'ai dit, le but, c'est aussi de savoir à quel moment on doit oser se choisir et toujours aller de l'avant pour se défier. Et déjà, on a vu un peu dans l'intro, j'ai parlé rapidement de ton parcours, mais là, on va vraiment savoir beaucoup plus sur qui tu es, d'où tu viens, tes aspirations, ce que tu fais comme travail, et comment tu as cette capacité, comment tu maîtrises cet art, finalement, de te défier et de toujours te choisir à un moment donné. C'est vraiment ça qu'on veut travailler aujourd'hui sur Destination, parce que c'est vrai qu'on est tellement pris dans la vie parfois, qu'on se laisse submerger, et puis il y a la crainte, il y a la peur, il y a plein de choses qui nous empêchent parfois de voir que il faut prendre un temps et se dire c'est à mon tour d'y aller, c'est mon tour de me choisir. Donc, je parle beaucoup, mais bien sûr, avant de commencer, Laura, je voudrais juste savoir si tu pouvais te présenter, genre, d'où tu viens, comment tu t'appelles, comment tu t'appelles un petit peu sur toi, et puis me dire un petit peu quelle est la chose, comme principale, une ou deux choses qui t'animent dans ta vie. Ok. Ben, je m'appelle Laura Vong. Je viens de Tahiti, mais d'une famille chinoise. Et j'ai vécu un peu à Marseille aussi. Attendez, parce que là, elle fait la timide, mais tout à l'heure, elle était en mode le G, c'est le S. Donc, tu vas sortir ta timidité. Je veux que les gens se chauffent à moi, tu vois. On peut pas choquer les gens. Les Marseillais sont pas calmes. Non, c'est vrai. Je suis pas calme, mais je suis pas que quelqu'un à cause de Marseille. Je pense à cause aussi. Vous voyez ça va comment elle a changé là? Vous voyez? En tout cas, mais oui, je suis allée à Marseille. Après ça, on est retourné à Tahiti, merci. Puis après ça, le bac, et j'ai décidé de venir à Montréal. Ok. J'ai fait vite là. Ouais, c'est en condensé, mais on va y revenir parce que chacune des étapes de ta vie a forgé ton identité aussi et a forgé des traits de caractère qui t'ont poussé à être là où tu es aujourd'hui. Donc, pour moi, la deuxième question, c'est de savoir quelle chose qui t'anime un petit peu au quotidien. Genre, qui est Laura? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Je pense que je suis quelqu'un de très curieux. Puis, j'aime toujours la nouveauté, j'aime apprendre, j'aime comprendre, je pose beaucoup de questions. Ça peut énerver certaines personnes qui n'ont pas beaucoup de réponses en général. Ouais, parce que tu vas tout le temps challenger, non? Oui, parce que je veux savoir pourquoi. Ok. Je veux savoir pourquoi, qui, que, quoi, comment. Ah, t'es le petit enfant, mais pourquoi ça? Oui, voilà. Ça? Et moi, ce qu'on me racontait et que je détestais,
et que si un jour vous êtes parents ou si vous êtes des adultes et que des enfants vous posent la question, on me répondait pour te faire parler. Et après, on me donnait pas la réponse. C'était Juste horrible. laisser parler. Non, mais je posais des questions, puis je pense que je posais tellement la question qu'après, les adultes, ils étaient fatigués. Ouais, puis c'était comme, c'est pour te faire parler. Moi, ça me faisait taire, du coup. Et je posais plus de questions. Mais bon, c'est bien parce que t'as jamais perdu ta soif de continuer à parler. Ouais. Donc ouais, t'as vraiment ce côté, donc t'es curieuse. Ouais. Ça t'anime de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de toi, Ouais. autant dans ta vie professionnelle que personnelle, que culturelle, tout. Ouais, je veux savoir pourquoi je fais ce que je fais. Okay. Donc même au travail, par exemple, si on va me dire de faire quelque chose, si j'ai pas compris pourquoi on le fait, peut-être je vais le faire 1 ou 2 fois, mais si au bout d'un moment je comprends toujours pas, je vais poser des questions, puis on peut pas juste me dire parce que c'est comme ça, parce que là, à ce moment-là, à un moment donné, si je vois pas l'utilité, probablement que je vais arrêter de faire la chose ou je vais la faire un peu sur le côté quoi. Ouais. mal ou pas, genre. Mais tu sais, c'est pas. Bah oui, non, je veux savoir. Oui, ok. Donc, de ce que je comprends, comme j'ai dit à chaque fois, on note bien parce qu'à chaque fois, on est en train de faire le portrait de notre invité qui nous emmène à répondre à la question en fin d'épisode. Mais même au cours de l'épisode, vous allez pouvoir répondre vous-même à la question. Ce côté très curieux, je me demandais, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? C'était quoi ton job de rêve ou peut-être, je sais pas moi, une aspiration que tu avais? Est-ce que tu avais soit un métier ou soit quelque chose qui te tenait à cœur? Ouais, le premier métier que je me souviens, mais c'est peut-être pas le vrai premier, il faudrait demander à ma mère. Ouais. Mais je me souviens que je voulais être policière, mais aujourd'hui j'ai honte. Aujourd'hui j'ai honte. Mais je voulais être policière parce que on allait à l'école à pied. Ouais. Ok. Et à Marseille, en fait, les gens ils se garent en fait sur le trottoir. On marchait sur la route. Ouais. Et là, on se faisait klaxonner. Et moi, j'avais peur. Moi, j'étais comme, moi, je vais être la police du stationnement. En plus, de toutes les polices, c'est ce que tous les policiers, ils veulent pas être au stationnement. Mais parce que moi, je voulais marcher en sécurité. Et j'étais comme, c'est pas possible. On va se faire écraser. En plus, on se fait klaxonner. Mais c'est pas notre faute. Parce que c'est pas nous qui nous sommes garés. Fait. Je voulais que ça soit juste. Ok. Fait que je voulais faire ça. Ou je voulais être dans la justice. Ok. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que t'es quand même animée, parce que le fait de devoir remettre les choses en question, etc., c'est que tu veux que chaque chose que tu fasses, ou les choses qui se passent autour de toi, soient justes pour l'autre, comme pour toi-même. Ouais, puis c'est un sens. Que c'est un sens. Ouais, ouais. Et aussi, on s'est pas dit comment on s'est rencontrés, mais du coup, est-ce que vous vous rappelez, bon, là, c'est un peu la crise, donc je fais plus trop mes ongles. Mais des bases, Laura, c'est ma nail. C'est nail take, on dit? Ouais, en anglais, ouais, mais sinon en français c'est prothésiste ongulaire. Oui, c'est Laura qui faisait mes magnifiques ongles. Ouais. Quand la récession sera terminée, je retournerai. Mais on s'est rencontrés comme ça. Je t'avais rencontré sur Insta. Enfin, j'avais vu ta page sur Insta et j'avais cliqué. Et je me suis dit, elle, c'est sûr que ça va être ma prothésiste. Comment t'as su? Je sais pas. En fait, j'étais sur ta page. En plus, il y avait pas beaucoup de choses. Tu sais, je t'ai trouvé dans recherche. Moi, je poste plus depuis 2024. C'est ça, j'ai juste mis genre comme Neltech à Montréal. Ouais. Et puis, en fait, je trouvais que tout était très soigné. Tu vois, parfois, c'est vraiment pas la quantité qui compte, c'est juste comme la qualité de ce que tu postais. C'était vraiment soigné. Et je me suis dit, ok, ça se voit qu'elle prend soin des mains. Ouais. Donc, potentiellement, ça veut dire que c'est une bonne personne. Le raccourci. Et puis, un petit peu de Dieu quand même. Parce que ça se trouve que j'aurais pu être chez une psychopathe. J'arrive. Et puis voilà, ça a bien cliqué et tout. Et puis au fil, parce que quand vous allez chez une prothésiste angulaire, pour ceux qui y vont, vous savez que c'est aussi l'endroit où vous vous confiez. Je pense que on voit plus que nos amis. Et puis finalement, on a parlé aussi de nos aspirations pour le sport et puis pour plein d'autres sujets. On y reviendra un peu plus tard, mais justement, moi, je pensais à m'inscrire au semi-marathon. J'avais raté celui de Montréal et puis c'est toi qui m'as parlé de celui de Longueuil que j'ai fait en octobre parce que toi-même, tu t'étais inscrite à une course. Donc, Laura est une sportive, mais elle va nous en dire plus. Le thème d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'était oser de se choisir. Mais je l'ai appelé aussi l'art de se défier. Parce que pour pouvoir se choisir, c'est se défier. Mais est-ce que vous savez la définition de se défier? Moi, je pensais que se défier, c'était... Se challenger? Oui, mais non. Genre, se défier, c'est en réalité douter de soi. Ah, mais je suis bonne. Je suis vraiment bonne pour douter de moi. Ah, voilà. Ouais, je suis vraiment bonne pour douter de moi et de plein de choses. Oui, en fait, je veux lire. Donc, se défier soi-même, c'est ne pas avoir confiance dans ses capacités, dans ses possibilités. C'est simplement douter de soi. C'est ça la vraie définition de se défier.
Sauf que nous, on utilise souvent dans le De se dépasser de se plus. dépasser. Ouais. On utilise entre je me défie moi-même, je me challenge. Je comprends, mais c'est vrai que c'est pas la définition à laquelle j'aurais cru que le défi, c'était le doute. Pour moi, le défi, c'est plus genre Le challenge. se dépasser, Ouais. devenir meilleur. Exactement. Bah, en fait, c'est pas du tout Bah, c'est la pas définition D'accord. Eh ben, littérale. on ne sait pas parler français. Bon, ben voilà. Mais ça, je me suis dit, et j'ai cherché plus en fait, j'étais en mode, non, se défier pour se dépasser. C'était en mode, oui, du coup, le dépassement, genre, se dépasser, c'est ça, Ah. en fait. Il y a un autre mot. C'est ça. Du coup, le dépassement, donc l'action de se dépasser, c'est d'aller au-delà de ses limites, de ses possibilités morales ou physiques. Donc, le dépassement de soi, c'est une démarche consistant à repousser ses limites physiques ou mentales. Est-ce que tu as toujours été animée par ce besoin de te dépasser? Je sais pas si c'était pour me dépasser, mais ou plus de la curiosité. Ouais, ta curiosité t'a Tu veux emmené juste à... tester. Ouais. Tu veux juste tester, voir qu'est-ce que c'est. Si je le touche, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je peux le manger? Est-ce que tu veux juste essayer des choses? Et les gens. Fait, je pense pas que je le voyais comme me dépasser, me défier tout le temps. Je Oui, pense pas que je l'ai je pense que abordé comme ouais. ça. Mais ta Ben, me curiosité- douter, oui. Oui. Me défier, De douter, défier, mais pas douter. me défier, dépasser. Ouais. Oui, donc en fait, ta curiosité elle te pousse malgré toi à te dépasser. Finalement. Parce qu'elle t'emmène dans des zones qu'à force de poser la question, tu arrives dans des nouveaux paliers qu'il faut que finalement, Chaque fois. tu es obligé de Oui. te dépasser. Oui. Ok, on sait que le dépassement de soi, c'est une bonne chose. Ça peut avoir des aspects positifs parce que ça va comme booster notre confiance en nous-mêmes. Parce que si on arrive à faire quelque chose qu'on pensait pas être capable de faire, ou du coup, comme dans ton cas, on est emmené dans une zone qu'on n'a même pas vu qu'on était arrivé dans cette zone-là. Mais quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que tout ce cheminement t'a emmené là. Ouais. Du coup, ça booste ta confiance en toi, ça booste ton estime de soi. Ouais. Mais il y a aussi un côté négatif au fait de toujours vouloir se dépasser. Est-ce que tu saurais c'est quoi? Ça, c'est le piège. Je rigole. Je rigole. Est-ce que moi, Je vais te le dire. Donc, le truc, c'est que moi, je sais que j'ai toujours besoin de se dépasser. Ouais. Et tu sais, le thème du podcast, c'est course à pied, dépassement de soi et parcours de vie. Ouais. Mais quand tu te pousses toujours à te dépasser, eh ben, tu commences à t'accrocher aux résultats que ça engendre. Ah, ok. J'allais pas aller là-dedans. T'allais aller où, toi? Le faux mot. Le fear le fear of missing out? Ouais. Donc, ça va être que tu vas être dicté par des standards de plus en plus hauts, Ouais. donc parfois qui peuvent devenir inatteignables. Oui. Tu vas moins écouter ton corps. Oui. Et si tu n'y arrives pas, Oui. ça va envoyer à ton cerveau le fait que tu es moins capable. Donc, Oui. ça peut malencontreusement faire baisser ton estime de soi. Donc, c'est comme les deux extrêmes. Le dépassement de soi, c'est vraiment bien parce que ça nous pousse à nous découvrir d'une autre manière, à découvrir des facettes de notre personnalité, de voir que, bref, on peut y arriver. Mais à contrario, ça peut être aussi attacher notre valeur à ce dépassement. Et c'est là que ça devient plus tricky. Est-ce que toi... C'est ça, t'en avais parlé, toi. Moi, j'en avais parlé, ouais. T'as vu, j'écoute tes podcasts. J'en avais parlé. Est-ce que toi, t'as des moments où t'as senti que le fait d'être trop curieuse te poussait à toujours devoir chercher les solutions à tout? Je pense pas que c'est la curiosité, mais je pense qu'on tombe après... Je pense que je suis tombée dans un truc de résultat. Okay. Mais je pense pas que le problème, c'est en fait, je pense que la curiosité, c'est jamais mauvais. Mais des fois, c'est de comment tu mesures ton succès, je pense. Oui. Puis moi, ça m'est arrivé, et encore aujourd'hui, tu sais, des fois, tu te dis, je veux courir tant de kilomètres en tant de minutes, puis là, finalement, t'arrives pas à courir, à faire le temps que tu voulais, là, t'es déçu, puis tu dis que tu cours mal ou quoi, mais il y a peut-être d'autres choses qui font que t'as pas eu, mais t'es quand même sorti, t'as quand même couru et tout, il y a quand même plein de choses. Avant. Ouais, ça, c'est que oui, ça peut m'arriver. Ou des notes à l'école. Moi, je suis retournée à l'école, en tout cas, bref. Puis des fois, de pas avoir... je vois un petit test qui vaut pour 10%, maintenant, de ma note finale. Puis là, j'ai pas le 10%. Puis là, je suis en panique. Je suis comme, non, mon Dieu, je vais pas pouvoir avoir ma note. Et après ça, je pourrais pas aller à la maîtrise. Mais en fait, on s'en fout, c'est 1%. Ouais, c'est rien comparé à tout ce que tu as travaillé à côté. Oui, donc oui, ça peut arriver, mais c'est important d'avoir, je pense, des amis, des gens autour de toi qui vont te ramener à l'essentiel des fois. C'est vrai. Et donc, au début, quand tu t'es présentée, tu as dit que tu es d'origine tahitienne. Oui. Donc, tu es née à Tahiti. Ouais. À la Tahiti. C'est quoi la chanson de Tahiti? C'est Tahiti. Tu connaissais pas le savon pour la douche, là? Ah, le truc Ushuaïa, là? Ouais. Ah, au début de la pub, il faisait Tahiti. C'est comme ça que j'ai connu ton pays. Comme un gel douche. Mais
Ouais, mais je connais le gel douche. J'ai entendu parler de ça. Mais Donc, Tahiti, t'as Tahiti. grandi là-bas. C'est comment Ouais. de grandir sur une île? Je trouve que c'est vraiment différent, mais je me suis rendu compte à quel point c'était différent une fois que je suis arrivée à Montréal. Parce que Ok, quand t'es quand t'es sur d'habitude, l'île, c'est t'es sur normal, c'est l'île, je normal. veux dire, c'est ta vie, donc tu Ouais. réalises pas que c'est tellement différent Oui, c'est vrai, en d'autres fait, tu trucs. connais pas autre chose pour le moment. Parce ça. que t'as fait de tes... t'es née jusqu'à tes 7 ans, c'est ça? Non, je suis née à Tahiti. Après, quand j'ai eu 2 mois à peu près, ma mère est retournée en France parce qu'elle travaillait en France. D'accord. Ok. Et après, on est resté à Marseille, bébé. On est resté là-bas jusqu'à ce que j'ai 8 ans à peu près. Ok. Et après, on est revenu à Tahiti. Et de mes 8 ans à mes 17 ans, je suis restée là-bas. Ah oui, donc t'as quand même eu toute ta préadolescence et adolescence à Tahiti. Voilà. Et mon enfance à Et ton enfance Marseille. à Marseille. Et est-ce que tu dirais que ce fait de changer de pays, ça a provoqué quelque chose en toi? Genre maintenant, avec un peu de recul, d'avoir été sans Montréal, hein, juste comme France et Tahiti, est-ce que tu dirais que ça a formé quelque chose? Oui, parce que ben, la France, c'est la France. Je veux dire, on a des... Et en plus, même pas. En fait, déjà en France, premièrement, par rapport à où tu vis, ça va être différent. Tu vas pas vivre la même France que t'es dans quelle ville. Puis à Marseille, ben, c'était le sud. Déjà, j'avais un accent. Quand je suis arrivée à Tahiti, fait que moi, j'étais une Asiatique avec l'accent marseillais. Genre, ça avait aucun sens quand je suis revenue. Ouais. Puis, j'ai eu du mal à m'adapter aux prénoms qu'il y a à Tahiti, parce que c'est beaucoup de prénoms tahitiens. C'est quoi l'exemple? Par exemple, ma meilleure amie que je m'étais faite là-bas la première fois, elle s'appelle Maramatea. Ok. Mais quand je lui ai demandé, j'ai dit comment tu t'appelles? Elle comme Maramatea. J'ai même pas compris son prénom. J'ai même pas, je pourrais plus jamais l'appeler. Ouais, C'est fini. Puis j'étais trop timide pour lui redemander 1000 fois. Donc je l'ai appelé Hey pendant, je pense, une semaine, genre. Puis après, l'autre personne à qui je m'étais assise à côté s'appelait Arinui. Et c'est plein de prénoms comme ça, Herinui, je sais pas moi, Heimoya. Donc, c'est toutes des consonances qu'en France, je n'étais pas habituée. Moi, j'avais l'habitude de Farah, Alice, Loris, enfin, les prénoms français, ou des prénoms arabes, genre Mehdi, des trucs comme ça, mais pas tahitien. C'est vraiment différent. Pourtant, je sais que c'est des prénoms de chez toi, finalement. Ben, c'est ça. Mais t'étais complètement enlevé de ça. C'était plus ta réalité. Puis j'ai un prénom tahitien, moi. Ah, c'est beau, c'est quoi? Je m'appelle Vairea. Vairea. Ouais. C'est beau? Oui. Vairea. Merci, c'est ma maman. C'est trop joli. Marseille, puis Tahiti. Sur Tahiti, tu passes ado, préadolescence. Ouais. Et t'as dit un truc tout à l'heure, t'as dit que t'étais timide. Ouais, quand j'étais enfant, j'étais timide. Je faisais du mutisme sélectif. C'est vrai? Ouais. Donc, avec mes proches, je me la ferme pas, mais avec les gens que je connais pas, je te parle pas, genre. Ouais. Et comment ça s'est débloqué, ça? Moi, j'ai eu besoin, par nécessité. Oui, parce que t'avais fait le choix. Ouais. Okay. Aussi parce que t'es plus avec ta famille. Quand tu vas partir à Montréal, on va pas y venir. Ouais. Oui, mais j'ai arrêté le mutisme avant Montréal, là. Ouais, à 18 ans, elle faisait ça. Non, j'ai arrêté ça à un moment donné, je sais pas. Ta timeline est mauvaise. J'ai galéré, là, jusqu'à mes 17 ans, là. La vie de dingue. T'as 15 ans, puis tu parles pas aux gens. Je te parle pas à toi. On se connaît pas. Quand tu vas, il faut que tu t'acclimates, il faut que tu t'adaptes à la nouvelle vie sur place. Mais bon, quand t'es petit, t'as quand même plus à t'adapter ou pas? Ouais, je pense que oui, c'est plus facile pour les enfants. Enfin, après, on était tristes, hein. On en a voulu, avec ma sœur, on en a voulu à ma mère. De partir? Bah ouais, parce que j'avais toutes mes amies et tout. Je faisais de la gymnastique artistique, puis quand on est arrivé à Tahiti, c'était plus possible d'en faire, en fait. Oui. Parce que je pense qu'il n'y avait qu'une seule école ou un seul club qui le faisait. C'était très cher. Puis... C'est quoi la gymnastique artistique? C'est avec les volants, là? Non, ça, c'est la gymnastique rythmique. Ah, okay. Artistique, c'est avec la poutre. Simone Bates. Oui, tu faisais ça? Bates? Ouais. Bells. Ouais, mais c'est ça, c'est ce sport, ces sports-là. C'est son sport. Tu faisais ça? Ah. T'as commencé toi? T'as commencé quand? J'ai commencé, du coup, je sais pas, peut-être à 6 ans. Ouais. J'ai dû faire 1 an ou 2 ans de gymnastique artistique. Après ça, il fallait qu'on rentre à Tahiti. Et après, à Tahiti, c'était pas possible de recommencer. Donc, ça m'a brisé le cœur de pas pouvoir refaire ce sport-là parce que j'ai adoré le sport. Parce que c'est de la perf. Et en même temps, il y a des chorés. Donc, c'est comme de la danse aussi. Fun. Ouais, donc moi, j'ai adoré et tout. Puis, comme il y a plusieurs modules,
Mais tu fais pas juste du sol ou juste des barres asymétriques. Tu fais du sol, les barres asymétriques, la poutre, tu fais tout, le cheval d'assaut. Donc, je trouvais que c'est fun. T'as toujours plein de trucs à travailler. Mais bon, bref, voilà. Après ça, j'ai fait plein d'autres sports grâce à ma mère. Merci, maman. Oui, et c'est ça, je pensais à quelque chose parce qu'au début, quand tu t'es présentée, tu as dit je suis tahitienne d'origine chinoise. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette multiculturalité que tu as? Ouais. Donc, à Tahiti, je pense les Chinois, je crois, les Tahitiens commenter si c'est pas vrai, mais je pense que les Tahitiens sont arrivés au 19e siècle à Tahiti. Puis, ben, c'est ça, nous, on est arrivés là-dessus. Et depuis, ben, les Tahitiens et les Chinois et les Français, en fait, beaucoup, vivent sur l'île en pseudo-harmonie. Des fois, il y a des clashs et tout. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont des demi-tahitiens, demi-chinois, demi-français, enfin français blanc et demi-tahitiens. Ou ben, comme moi je suis de sang, je suis française et chinoise, mais je suis née et j'ai passé une très très grande partie de ma vie à Tahiti, donc c'est pas il y a des trucs que les Français qui ont vécu juste en France, ils vont avoir la rêve. Moi, j'ai pas la rêve parce que je suis partie à 8 ans, en fait. Ou il y a des gens à Tahiti qui ont fait leur vie à Tahiti tout le long. Mais moi, j'ai pas les... Tu sais, comme par exemple, je suis arrivée à 8 ans, mais ils ont des cours de tahitien au primaire. Donc moi, je suis arrivée à 8 ans, je prends le train en marche, puis des fois, il y a... À Tahiti, c'est un peu comme ici au Québec, on parle un français, mais un français remasterisé Tahitien, un peu. Donc, il y a des expressions que je comprenais pas non plus. Fait que je dois m'adapter et tout. Mais c'est ça, fait qu'il y a majoritairement des Tahitiens, évidemment, des Français, puis des Chinois. Puis nous, on a plus vécu dans la famille chinoise. Moi, ma famille française, elle est juste en France. Fait que c'est pas les Français de Tahiti, c'est les Français de France. Voilà. Et donc, quand tu es à Tahiti, donc, on avance un peu dans son parcours. Tu as 18 ans et là, tu dois faire un choix pour la suite de tes études. Ouais. Donc, bon, vous doutez bien, bah, elle est au Canada là, en ce moment. Donc, tu décides de partir au Canada. Ouais. Je voulais savoir, bah, qu'est-ce qui te pousse à choisir le Canada et pour quelles raisons tu y pars? Ouais. Et aussi, je voulais savoir, qu'est-ce que ça a provoqué en toi de quitter de nouveau un autre pays? Ok. Pourquoi je suis partie? C'est à cause de Mahamatea. C'est à cause d'elle. Parce que quand on était en 4e, donc déjà, elle avait la vision. Elle, sur Facebook, elle voyait des filles plus âgées que nous qui postaient leur vie à Montréal. Ok. Donc elle était comme, non, on va aller à Montréal après le bac et tout. Machin. J'étais comme, ok. Puis bon, bref, on s'est dit, ok, on va aller à Montréal. Donc c'était depuis le 4e, on s'était dit, ça doit être fou et tout. Donc c'était comme un peu set dans notre tête. C'est quoi après la question? Qu'est-ce que ça m'a fait de requitter encore une fois? Oui. Pas de peine. Pas de peine, mais j'avais peur de découvrir, j'avais peur de pas savoir m'adapter Au Canada? au Canada, à Montréal, parce que j'avais jamais voyagé à Montréal avant. Donc c'était vraiment, quand je suis arrivée pour m'installer, je suis arrivée, j'ai découvert, j'ai tout fait, j'avais aucune idée. Ce qui t'attendait vraiment? Ouais. À part les vidéos YouTube? Oui. Puis ma cousine j'ai une cousine qui s'est installée en 2012. Moi, je suis venue en 2014. Ok. Donc elle nous en avait déjà un peu parlé et tout. Mais c'est ça, je connais pas les quartiers, les métros, je prenais pas les métros. Du coup, t'avais plus peur parce que bah, t'es partie de la France, mais t'étais toujours avec ta mère, t'étais avec ta mère, Ouais. avec ta sœur, ou peu importe. C'est les deux pays que t'as quittés, en réalité, c'est des pays que tu connaissais, c'était chez toi, les deux. Oui. Donc là, c'était pour toi, c'était un nouveau pays. Donc il y avait plus comme la crainte, mais t'as dit t'as pas eu de peine de partir quand même de Tahiti. Non, parce que j'avais ma sœur. Ma sœur au Canada? Ben, qui allait déménager avec moi. Ah. Fait que je déménageais avec elle, donc j'étais comme, je suis pas toute seule. Donc j'ai pas eu, ben j'ai eu de la peine de quitter ma maman. Ouais. Parce que ma maman et moi, on est très fusionnels. Bah, c'est plus moi qui suis fusionnelle avec elle, tu sais. Ça, c'est triste, mais c'est vrai. Mais moi, j'avais peur parce que j'allais plus pouvoir... ouais, c'est ça, mais elle est comme genre... Mais c'est parce que je savais que j'allais plus avoir accès à ma mère facilement, tu sais, ou que oui, ça allait être... Par téléphone. Ouais, puis... Bref, moi, ça me saoule. Des fois, je suis comme... J'aime mieux ne pas te parler plutôt que de parler tout le temps par téléphone. Ça me saoule des fois, genre. Puis ça... En fait, c'est qu'après, quand je raccroche, j'ai mal au cœur. Ça me fait réaliser que c'est vraiment le seul moyen. Puis je suis comme, ah non, c'est horrible. Mais comme il y avait Hélène avec moi, j'avais pas trop peur. Je me disais, au moins on va être deux, on va se serrer les coudes et tout. Tu sais, ça, c'était plus ce que je voulais réussir. C'est l'université. J'avais peur de pas pouvoir avoir pas avoir le niveau parce que j'étais pas non plus j'étais pas une mauvaise élève, mais j'étais pas non plus une élève excellente, donc j'avais peur, mais ça a bien été. Du coup, quand tu arrives ici, tu choisis quelle étude?
Je suis en administration avec une spécialisation en ressources humaines. Et pourquoi tu choisis cette spécialisation? Parce que, quand on a fait les papiers d'immigration pour venir, on a fait appel à des agences, Tahitiens. ouais. Ouais, en fait, c'est des Tahitiens qui se sont installés ici puis qui Ok. ont fait de leur business de tout ce qui est immigration, donc d'aider les Tahitiens à faire leurs papiers. Puis en même temps, ils ont fait un petit peu de genre conseiller d'orientation-ish. Puis ils m'ont recommandé d'aller en administration parce que c'était comme très général, que tu pouvais aller partout et tout, blablabla. Puis Mais parce que tu avais demandé quoi comme critère, toi? moi, j'avais dit que j'aimais être avec les gens, je voulais pas travailler toute seule, puis j'étais très intéressée par aider les gens. Donc, mais en même temps, j'ai fait un bac en sciences économiques et sociales avec une spécialisation en économie. Fait que Ok. j'aimais quand même ça Ouais, aussi. ouais, Donc, ouais. je sais pas, j'ai aimé la justice aussi. J'ai tellement lancé plein d'affaires que je pense que c'est pour ça que c'est dit, fais admin. Ressources humaines, administration, Ouais. ça englobe le tout finalement. Ben, c'est ça qu'ils ont dit. Oui, c'était ça qui était. C'est ça qu'ils ont C'était dit, ça, mais le truc. voilà quoi. Ok, du coup, tu arrives à Montréal, tu fais tes études en ressources humaines. Déjà, tu arrives dans un nouveau pays, comme tu as dit, la difficulté, l'intégration, toutes Ouais. ces choses-là en tant qu'immigrante. Est-ce qu'en termes de. Parce qu'en 2014, je pense que ça a quand même changé par rapport à maintenant. Mais quand tu es arrivée, tu t'es pas dit je suis une étrangère ou une immigrée? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ah bah si. Si, ouais, je me suis pas Tu du t'es pas- tout tu t'es sentie pas- chez moi ou quoi, là. Parce que, il y a l'accent. Puis aussi, je trouve que c'était difficile parce que, oui, tu quittes ton pays, mais en même temps, tu quittes chez tes parents aussi. Fait que tu quittes Ah oui, chez c'est toi, vrai, c'est tu vrai. quittes chez tes parents, tu vas devoir payer un loyer. Bon, ok, c'était pas mon argent, là, mais t'es quand même responsable de payer des trucs. Ton téléphone, l'électricité, enfin des trucs comme ça, genre l'école, il faut que tu aies un compte en banque et tout. Ouais, Puis c'est que t'es directement lancé vraiment dans la vie d'adulte. Ouais. Parce que être immigré dans une processus d'immigration, ça vient avec des tonnes de responsabilités financières, administratives, tu dois faire tes émotionnelles. courses. Ouais, tu dois aller faire tes courses, tu dois faire ton repas, tu dois tout Là, t'avais nettoyer. 18 ans en plus, c'est ça? J'avais 17 ans. Ah, t'avais 17 ans? Mais j'allais avoir T'allais sur 18 ans. Ouais, mais quand même, t'étais jeune, quoi. Ouais. Pour aller dans un autre pays, genre Ouais. loin de l'île. De la petite île de la Polynésie. Ouais. C'est quand même un gros jump. Oui. Fait que j'ai eu peur, mais ça c'est. Mais je me suis sentie comme une immigrante, c'est sûr. Encore aujourd'hui, en fait. J'ai pas la citoyenneté là. Ah bon? Non, je suis résidente permanente. Mais c'est. Hein? T'as Ouais. toujours pas citoyenneté? Ouais, mais c'est parce que faut savoir, il faut que vous sachiez que. Mais tu sais, l'immigration c'est tellement dur ici que ça m'a dégoûtée. Donc là, même si j'ai la résidence permanente, quand je l'ai eu, j'étais comme ok, je veux plus en entendre parler de IRCC, ils m'ont saoulée. Sauf que là maintenant, ça fait depuis 2022. Bon, là, il faut un peu que Je fais ça. ouais. De toute façon, t'as déjà tes 2 ans sur le territoire. Ouais. Tu Plus pourrais que la ça. demander quand Je tu veux. pourrais demander pour toi aussi. J'ai tellement de temps passé sur le territoire. Je suis ici depuis 2014, hein. Bah oui. Mais oui, c'est juste que les papiers me saoulent. Les papiers me saoulent. Je te jure, moi, ce processus-là, il m'a dégoûtée. J'étais prête à rentrer chez moi à un moment donné. Puis c'est à cause de Vincent, mon mari, de husband, que je suis restée parce que je me suis dit, tu sais quoi, genre, je peux rentrer chez moi, en fait. Mon pays, il n'est pas en guerre. Mon pays, c'est une île paradisiaque que les gens rêvent d'aller. Pourquoi que je ne vais pas retourner chez moi si le Québec, il me fait chier, genre, je retourne chez moi. Mais bon, l'histoire a fait que je ne suis pas retournée chez moi. Ouais. Je suis restée ici, mais c'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que ça a traîné, parce que t'étais je suis dégoûtée. Ouais. Je suis dégoûtée, mais je vais le Mais faire. bon, faudrait que tu fasses. Parce que oui, le vent, il tourne beaucoup ici. Hein. C'est le but cet été. C'est le but. Il faut. Ouais. Et donc, on avance un petit peu dans le processus. Donc, tu fais tes études, tu trouves un poste en RH. C'est ça? Ouais. Et quand tu arrives en RH, comment ça se passe? C'est pas tout à fait ce que je pensais. En fait, je commence comme chasseuse de tête. Puis on me fait un peu comprendre que c'est un peu c'est comme ça que tu fais tes débuts en ressources humaines et tout. Donc je suis comme si c'est ça. Let's go. Voilà. Mais je trouve que c'est de la vente en fait. Tu vends des carrières. Donc j'étais sur LinkedIn, je parlais à des gens qui fitaient avec le poste profil, que j'avais à combler et tout. Enfin, c'est épuisant, la chasse de tête. Et je pense qu'il faut être passionné. Puis moi, je vendais des carrières dans un domaine dans les assurances.
Enfin, tu sais, genre, je vendais même pas une carrière que moi, j'aurais voulu faire. Ouais, Donc, je trouve que c'était encore plus difficile de vendre la carrière. C'était une carrière que moi, des fois, je trouve que je comprends vraiment pas c'est quoi le fond du problème, là, les expériences sinistres et tout. Donc, j'avais du mal à connecter, c'était dur et tout. Mais bon, bref, fait que j'ai fait ça un peu dans des agences de placement, en fait. Et après, j'ai trouvé une job plus dans la compagnie même. Mais Ouais. pareil, c'était pas du tout ce que je pensais. C'est toujours dans le recrutement et tout. Puis moi, ce qui m'intéressait à la base dans les ressources humaines, c'était tout ce qui était plus relation de travail entre les employés, le patron, ou, ben, je sais pas moi, améliorer les conditions de travail ou gestion du changement. Par exemple, une compagnie qui se fait racheter par une autre, ben, comment on accompagne la transition. Puis ça, on m'a fait comprendre aussi que c'était des postes plus seniors. Ouais, donc Ouais. tu pouvais pas les avoir. Et tu te voyais pas non plus d'atteindre ces postes-là à un moment Ben, c'est parce donné. que ça veut dire qu'en attendant, il va falloir que je continue ça faire de la chasse de tête ou je sais pas quoi. Ouais, c'était Mais pas- j'ai tenu c'était pas 5 pour ans, puis toi. après, j'en avais marre, en fait. Et pourquoi t'es resté 5 ans? Parce que j'y cru. T'as cru qu'à un moment ça allait changer? Allait débloquer. J'ai cru que ça allait débloquer et aussi parce que j'ai essayé plusieurs compagnies. Donc, je me dis, ah, c'est peut-être pas la bonne compagnie. Fait que je change. Je suis comme, ah, ok, mais c'est peut-être pas le bon domaine. Fait que je change. Ah, mais tu sais, tu changes. Puis après, à un moment donné, t'es comme, attends. C'est pas ta Il y a voix. anguille sous roche, ouais. Quand on s'était parlé là, t'avais dit une phrase parce que je t'avais demandé comment t'as su que c'était le moment de quitter les ressources humaines, tu vois. Et tu m'avais dit, si je restais, une partie de moi allait mourir. Ouais. T'avais dit ça? Ouais. Et du coup, je voulais savoir déjà, qu'est-ce qui a déclenché que tu prennes conscience du sentiment? Ouais. Pourquoi c'est finalement important de se choisir et de s'écouter? En fait, c'est que, donc, au dernier emploi en ressources humaines que j'ai eu, j'étais la seule qui était basée à Montréal. Les autres étaient comme dans le Québec, mais vraiment plus loin, ou aux États-Unis. Et là, il fallait licencier un employé à cause d'une restructuration. Mais l'employé, ça faisait genre plus de 10 ans qu'il était dans la compagnie. Ouais. Et moi, ça faisait moins d'1 an que j'étais en poste. Ouais. Donc là, j'étais un peu mal à l'aise. Je trouvais que c'était un manque de respect pour le monsieur, pas pour moi, là. Mais pour le monsieur, je trouvais que c'était un manque de respect immense de même pas faire l'effort de se déplacer pour aller le rencontrer et d'envoyer la petite nouvelle. Te dire que comme c'est fini. Puis en plus, ce qui est difficile au Québec, là, en Amérique du Nord, c'est que quand on vous dit au revoir, c'est genre, on vous le dit la journée même, à 5 heures, je te regarde faire ta boîte et c'est fini. Et c'est là, c'est fini. C'est tellement horrible. Un jour, j'ai assisté à ça, j'étais en mode, c'est comme si ton collègue, tout d'un coup, ça doit être un inconnu. Oui. C'est comme si tu le connais pas. C'est horrible. Non, c'est vraiment horrible. Donc là, ben déjà, il y a eu plein de trucs, en fait, en ressources humaines que j'ai fait que j'étais pas alignée avec. Ouais, tu sais, genre, par exemple, on m'a dit d'annoncer des augmentations de salaire après 5 ans de gel de salaire. Mais les augmentations étaient de l'ordre de 1 à 2%. Non, mais ça, c'est pété de rire. Puis j'étais censée l'amener en mode comme genre, on t'augmente de 2%, genre comme waouh, tu sais. Mais ça une fois, et je me suis dit, est-ce qu'elle est vraiment contente mais pour non, moi? on a envie de se gunner. C'est lunaire, genre. Non. Toi, je pense que moi, je suis contente de 2%. Mais non, on le sait que les gens sont pas contents. Et t'es en mode, félicitations, ton travail acharné, on te donne 1,5% qui est le taux le plus haut. Oui. Bro, regarde-les. Ça affecte même pas l'inflation. C'est comme ça va rien changer. Je suis encore plus pauvre que l'année passée, là. Genre, c'est fou, là. Donc, bref, il y a eu trop de trucs, puis j'étais comme... Le licenciement, en fait, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. J'étais comme ça se peut pas que c'est ça ma vie, en fait. Je peux pas faire ce travail-là. C'est non. Genre, je rentrais le soir... Puis j'étais persuadée d'aller en enfer après, tu vois, genre parce que je me dis quelqu'un qui fait tout ce que je fais en ce moment, c'est sûr qu'il va pas au paradis, quoi. J'annonce des hausses de salaire avec un grand sourire alors que je le sais que c'est n'importe quoi. Enfin, tu sais, je me souviens des personnes avec qui je parlais. Genre, il y avait un monsieur, son histoire, c'était qu'il il était seul à s'occuper de ses 3 enfants parce que sa conjointe était décédée. Et moi, je sais que je lui annonce une hausse de 1%. Mais je le mets à terre, le mec, en fait. Fait que, je sais pas, c'était trop n'importe quoi. Puis quand j'en parlais à ma boss, elle me faisait comprendre que c'était comme mais tu sais, le gâteau, il est grand comme il est. Même si, tu sais, comme... Et on doit donner une part à tout le monde. Fait comme... Tu sais, comme si que genre... Mais moi, en tant que ressources humaines, je voyais les salaires à tout le monde, en fait. Oui. Fait qu'elle m'explique ça, mais moi, je le sais combien les gens, ils gagnent. Mais est-ce que tu penses aussi parce que
comme depuis le début, tu sais, tu dis que tu veux faire des choses qui ont du sens, tu veux faire des choses qui ont Ouais. un impact qui soit positif et que tu veux faire des choses qui soient justes pour les uns ou pour les autres. Du coup, un des déclencheurs, finalement, c'était ce manque de justesse qui se passait et que tu étais en train de vivre, mais surtout auquel tu participais. Oui. Mais Et oui. donc, je pense que c'est vraiment ça qui a déclenché en toi, genre comme cette grosse frustration, mais du coup, ça avait des conséquences aussi sur toi, sur ta vie de tous les jours. Parce que t'as dit, tu culpabilisais et tout. De fou. De fou. Fait que là, je me suis dit qu'il fallait que je parte parce que justement, une partie de moi allait mourir. Oui. Parce que tu peux pas continuer, tu peux pas avoir comme valeur la justice, l'équité, que tout le monde soit bien et continuer à faire cette job-là. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu tues cette partie-là de toi qui a à cœur que les gens soient bien, soit tu t'inventes un autre narratif qui justifierait que, bah oui, eux, c'est correct s'ils ont juste un 1% alors qu'ils sont déjà au salaire minimum. C'est correct. Ouais. Tu peux pas faire coexister ces deux trucs-là en ouais. même temps. Fait qu'il fallait faire l'un ou l'autre. Puis, ben, pour moi, c'était assez... Le choix a pas été difficile. Oui. Mais ça t'a quand même pris 5 ans. Parce qu'au début, tu étais dans une sorte de déni. Parce que tu sais, as changé de job, tu as changé parce que tu t'es dit que c'est pas possible que toutes les boîtes de ressources humaines ce soit la même chose. Voilà. Et que forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui allait faire la différence. Ouais. En fait, la seule différence qui pouvait être faite, c'est que tu t'en ailles dans ailleurs et dans un domaine qui correspond plus à tes valeurs finalement. Alors, juste avant d'enchaîner sur la suite, j'avais trouvé une étude sur la dissonance cognitive. Cognitive. J'ai dit quoi? Connective. Collective. Alors moi, j'ai un peu une problème avec les noms, c'est pour ça que je dis, parce que vraiment, sinon, je vais vous sortir des trucs dissonance cognitive. Ouais. Cognitive. Ah bah moi, je verrais pas bien dire son nom. Tu peux le dire, ça? Ah, Léon. ouais. Mais moi, je suis dyslexique. Ah, mais là, Ah bah, Festinger. Festinger. Léon Festinger. Il va s'appeler comme ça. Donc, la dissonance cognitive. Est-ce que toi, tu sais c'est quoi? J'ai fait un cours de psycho, fait que... Bah oui, non, mais c'est pour ça. Ouais. Non, mais tu peux dire oui. Hein. Ah oui? Oui. C'est pas un piège. Je vois le patch. Oui, je sais les histoires. Donc, la dissonance, je vous lis la définition. Donc, la dissonance cognitive est un état d'inconfort psychologique causé entre une contradiction entre nos croyances, donc vos croyances, vos valeurs et vos comportements. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire là. Ouais. Donc, c'est quand nos actions ne sont plus alignées avec nos valeurs. Donc, ça crée une fatigue mentale, de l'anxiété, de la perte de sens, un mal-être. Ça, c'est certains effets secondaires. Donc, le corps finit souvent par parler quand notre vie ne nous ressemble plus. Et donc, toi, ça peut être perte de sommeil. Je pense que je devais y penser comme tout le temps. À la suite de ce licenciement, c'est là que tu t'es dit finalement que c'était bon, qu'il fallait que tu agisses sur ça. Ouais. Donc, juste la dissonance cognitive, c'est très important. C'est comme cette bataille que vous avez intérieurement. Et quand vous l'avez, il faut pas la fuir. Genre, c'est vraiment votre voix intérieure qui est en train de parler et dire que la situation dans laquelle vous êtes, elle est pas bonne. Alors là, on l'a fait dans le cadre du travail, mais ça peut être dans plein de cadres différents quand on sent quand il y a un conflit avec nos valeurs. Et c'est souvent là, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis toi ou est-ce que tu choisis de te taire et rester dans cette situation? Je dis pas que c'est facile parce qu'il y a parfois des moments où tu n'as pas le choix aussi de rester dans ces moments-là. Mais qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce que ça vous prendrait pour que vous sortiez de ça? Si tu as le choix. Si tu as le choix. Si tu as le choix, parce que c'est quand même un luxe. C'est un luxe. C'est un luxe de pouvoir choisir de quitter quelque part. Oui. Mais tu sais, là, on a vraiment... Dans le cas du travail, ne quittez pas vos jobs comme ça, là. Mais dans d'autres situations, ça peut être des relations, ça peut être plein de choses où parfois, on sait que c'est pas bon pour nous, ça va contrairement. Mais comme peut-être la personne en face, on la connaît depuis longtemps, ou on se dit qu'elle a un bon fond. Mais des fois, c'est ta famille. Ou que, c'est ta famille. Bah, on décide quand même de rester. Mais finalement, c'est nous qui souffrons de cette situation. Il y a un truc que tout à l'heure, tu avais dit que bah, tu participais à ce système-là. Bah oui. Et donc, quand tu participes aussi à un système, c'est que tu dis, bah, vu que j'y participe, c'est que je suis d'accord avec ce que je fais. Mais toi, tu as compris que tu y participais et tu n'étais pas d'accord avec ça. Et donc, tu as décidé bah, finalement de quitter. Mais je veux dire, au-delà du fait que tu sais que tu avais partie de ça qui mourait, mais il y a plein de gens qui restent, tu sais, parce qu'ils n'ont pas ce courage. D'où te vient ce courage de dire, ok, maintenant ça suffit, je vais move on. Tu sais, ce que j'ai fait, c'est des petites stratégies de résistance silencieuses aussi. Parce que j'ai pas eu le courage de quitter tout de suite. Genre, je disais aux employés, eux, de quitter. Non, mais en gros, je leur disais quand je leur disais qu'il valait plus. Je leur montrais comment chercher un métier, leur métier, et savoir combien ça vaut sur le marché du travail pour qu'ils arrêtent d'accepter
ce qu'on leur offre ici. Ou alors que ça leur donne des leviers pour négocier, tu vois. Ouais. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens qui travaillaient... En fait, les gens les plus vulnérables, c'était des personnes soit ça va être des personnes un peu plus âgées, qui sont pas très à l'aise avec la technologie. Donc, ils savent pas aujourd'hui qu'est-ce que ça vaut leur job. Donc, ils vont juste accepter qu'est-ce qu'on leur dit. Mais si tu sais, ben, comme tu peux mieux... jauger. Ouais, puis donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Mais bon, je trouve que c'était pas assez parce que ben, c'est ça, c'est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir perdre sa job, de pouvoir quitter sa job. Tu sais, c'est comme le monsieur qui a 3 enfants. Il va jamais quitter sa job sans jamais rien avoir à côté dessus. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai quitté, après ça, c'était plus parce que... Dans ma tête, je savais que j'allais quitter. Je savais juste pas quand ni pourquoi. Donc, oui, parce que tu savais pas où aller ensuite, c'est ça? Voilà. Mais je savais que je voulais plus. Je voulais pas juste quitter la compagnie. Je voulais juste quitter le domaine, mais je savais pas pourquoi vraiment. Et en fait, oui, mais je pouvais pas y aller parce que ça coûtait trop cher. Oui, parce que toi, tu voulais reprendre l'école. Voilà. Et tu voulais faire quoi? Moi, je voulais faire de la psychothérapie. Pourquoi de la psychothérapie? Parce que je trouve les gens trop intéressants, premièrement. Fait que j'adore écouter les histoires des gens. Mais aussi, j'adore trouver des solutions. J'adore trouver des solutions. J'ai confiance que j'ai une bonne écoute aussi. Donc, je me dis, bah là... C'est parfait. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi? La psychothérapie? Oui. La psychothérapie au Québec, en tout cas, c'est des personnes, pas forcément 2, mais ça peut. Souvent, c'est ça qu'on pense. Il y a un soin psychologique qui va se faire pendant la séance. Après, ce qu'on trouve aussi, c'est la thérapie, qui peut être aussi 2 personnes qui vont se parler ou plusieurs des groupes de personnes. Il n'y a pas de soin psychologique qui va se faire pendant la séance, mais ça reste que c'est de la thérapie. Et plus souvent qu'autrement, en fait, pour des soucis, mettons, ça peut être, tu vis une situation difficile, je sais pas, bah, moi, je perds ma job ou je sais plus où quoi aller. J'aurais pu aller consulter un psychologue, mais j'aurais pu aussi aller consulter d'autres métiers, d'autres personnes qui font de la thérapie simplement. Et ça peut très bien aussi aller. C'est juste que je savais pas que ça existait, en fait, juste la thérapie. Oui, toute simple. Je pensais qu'il y avait juste la psychothérapie qui existait. Ok. Et que c'est ça. Et quand tu t'es rendu compte que ça existait, vu que c'est quelque chose auquel t'as pas pu... Enfin, c'est quelque chose que t'as pas eu, mais c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir et que tu sais que les gens ont besoin d'avoir aussi. Du coup, ça allait quand même avec tout ton parcours d'aider les gens, puisque c'est déjà ce que tu as commencé à faire avant de quitter, peut-être de conseiller les gens que tu avais et d'être une écoute. Et je pense que c'est ça aussi le piège, c'est le fait que tu es très empathique. Et pour ces jobs-là, en ressources humaines, il faut pas être tellement empathique parce que si tu es empathie et après tu annonces une mauvaise nouvelle, pour les gens, c'est de l'hypocrisie. Genre. Tu vois, alors qu'en fait, tu fais juste ton boulot, mais ton empathie, elle t'empêche d'aller aussi loin que tu aimerais aller avec l'autre pour pouvoir l'aider. Parce que, comme tu as dit, c'est 2 valeurs qui sont complètement différentes. Au final. Mais c'est surtout les valeurs de capitalisme qui fonctionnent pas, en fait, avec l'empathie en général. C'est quoi, toi, tes valeurs qui te tiennent à cœur, genre c'est la justice, déjà. Ouais, la justice, mais ma justice, tu sais, je peux pas... Parce que la justice, tout le monde va avoir une vision de la justice différente. Mais c'est plus que les situations, elles soient justes pour l'un comme pour l'autre. Genre comme juste dans le sens où c'est équitable ou juste dans le sens où ça met pas l'autre en défaut. Je pense que ça irait plus dans le sens de équitable, c'est ça. Fait que ça me dérange pas de donner plus d'avantages à quelqu'un parce qu'il en a plus besoin de par sa situation. Et pas seulement, on va donner 1 000 $ à tout le monde. Pour moi, ça fait pas de sens de donner 1 000 $ à tout le monde, peu importe tes charges, peu importe tes revenus et tout. Je pense que quelqu'un qui gagne déjà un bon montant d'argent et que, mettons, il n'y a pas tant de charges que ça, pourquoi on lui donnerait 1 000 à lui? Je préfère prendre son 1 000 à lui puis le donner à quelqu'un qui a plus de charges et moins de revenus pour x, y raison, tu vois. Mais il y a des gens qui diraient que c'est pas la justice, ça. Ouais. Bah, en vrai, ça, c'est juste de l'équité. Mais comme tu as dit, l'équité, c'est un double mesure. Parce qu'en fonction de ce que tu gagnes, c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est ça. Donc, tu quittes ton travail, mais avant de quitter ton travail, est-ce que tu peux nous raconter parce qu'on avait dit que c'était ma prothésiste angulaire. C'est vrai. Et après, elle a dit qu'elle a repris ses études. Donc, on est un peu perdu. Donc, on a besoin de savoir à quel moment la la prothésisation est arrivée. Est arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, elle est arrivée justement après les ongles, après les RH. Oui. Donc, je scrollais sur mon téléphone et j'ai vu une pub de formation d'ongles, en fait, tout simplement.
Et je me suis juste dit que genre, ça serait tellement plus cool de faire des ongles. Tu vires personne, c'est léger. Je veux dire, qu'est-ce qui peut arriver de grave? Genre, tu sais, tu perds un ongle. C'est pas grave. Oui, je mets pas la vie de quelqu'un à terre là parce que j'aurais mal fait des ongles. Donc je dis tu sais, puis ça coûtait pas trop cher. Enfin, je pouvais me le permettre et tout. Puis au moins ça allait me faire apprendre quelque chose d'autre qui je sais m'intéressait vraiment. Oui. Donc, Parce que t'as toujours aimé le milieu de l'esthétisme? Ouais, moi les ongles. Ouais, vraiment spécifiquement les ongles. Ben les ongles, le maquillage, les cheveux, mais je me fais les ongles depuis que j'ai genre 3-4 ans. Ah ouais? Ouais, mais c'était moche. Oui, mais t'as toujours eu ce... Oui. En fait, tu vois, parce que parfois, tu penses que les gens, ils se lancent dans des choses par hasard. Non. Alors qu'en fait, ça vient toujours de l'enfance. Oui. C'est toujours un pattern que t'as eu plus jeune, qui parfois ressurgit plus tard. Et là, le fait d'avoir juste vu... j'aurais dû trouver une étude sur ça. Juste de voir l'image de quelque chose qui vient réveiller... Soit toi, c'est sûr, toi, en tant que psychologue. tu dois avoir... Et moi, psychologue, moi. Mais oui, c'est probablement, en fait, un déclencheur, genre ça déclenche. Oui, puis ça dépend aussi dans quel mindset t'es à ce moment-là. Moi, j'avais profondément besoin de sens et de légèreté aussi, de par le métier que je faisais. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, moi, ressources humaines, finalement, je me suis lancée dans cette carrière-là sans même savoir qu'est-ce que c'était. Je m'étais trompée depuis le début, en fait. Ouais. Donc, le fait de revoir les ongles, pour moi, j'étais comme, ah, bah, c'est parfait. Puis j'aime apprendre, fait que ça va juste... J'avais besoin d'autre chose. Fait que pour moi, ça a été un peu ma sortie de secours. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas pensé genre vraiment plus loin. Je me suis dit, ah, ben, je vais aller apprendre à faire des ongles. Oui. Puis quand j'ai vu que... C'était un peu un exutoire finalement. Oui. Puis quand j'ai vu que l'endroit où j'ai fait ma formation, ils avaient aussi un salon et qu'ils m'ont proposé de rejoindre le salon à la fin de ma formation, j'ai dit oui. Je me suis dit, mais ça veut dire que tu étais déjà très bonne aussi quand même. Bah oui. Bah, il faut leur demander quoi. Ils proposent de rejoindre. Oui. Ben, je pense que j'avais un petit talent, mais tu sais, après, ils ont continué à me former quand même. Oui, même si j'avais fini la formation, techniquement, il y a tellement de choses à apprendre dans l'onglerie que même encore à ce jour, je continue à apprendre. Oui. Donc, mais tu t'es jamais dit que tu pourrais faire une carrière dans ça, enfin, tu sais, l'entrepreneuriat? Oui, non, pas l'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu travailler avec des gens. Fait que pour moi, être entrepreneur, t'es un peu seul. T'es un peu... Peut-être après quand tu grossis, mais tu commences seul et tout. Donc, ça m'intéressait pas vraiment. Puis, je veux pas gérer des gens non plus. Parce que tu veux pas reprendre une place d'RH finalement. Oui, voilà. Moi, je dis non. Puis, quand j'ai intégré le salon, ce que j'aimais, c'était l'esprit de communauté, puis la vision qu'ils avaient aussi dans ce salon-là, c'était vraiment Empower Women, puis comme ils faisaient beaucoup de... Ben, ils voulaient que toutes les nail techs soient vraiment proches les unes des autres, on se parlait, on s'échangeait nos savoirs, nos petites techniques, les tips qu'on trouvait, fait que je trouvais ça cool. Et ce que j'aimais aussi dans ce salon-là, c'est qu'au lieu de nous presser avec le temps, de nous dire, toi, ton service, tu dois le faire en 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, ils mettaient un point d'honneur plutôt sur la qualité. Puis c'était comme, si ça prend 2 heures, ça prend 2 heures, mais tu vas avoir des ongles incroyables. Puis c'est ça qui va faire la différence de notre salon, en fait. Puis moi, j'avais aimé ça. Puis aussi, ce que j'avais aimé, c'est qu'ils les personnes qui venaient faire leurs ongles, si elles reprenaient un rendez-vous, ils remettaient la personne avec la même prothésiste ongulaire tout le temps. Oui, ils créent de la fidélisation et puis cet aspect vraiment proche. Ouais. Et finalement, c'est un peu ce que tu recherchais aussi. Oui. D'avoir ce côté plus empathique avec les gens avec lesquels tu travailles. Ouais. Et puis, le fait aussi, je pense, que tu sais, de voir les mêmes personnes semaine après semaine et voir ce que tu leur apportes, pour toi aussi, c'était comme un pansement pour ça, te réconcilier. Oui. Est-ce que je te fais pas un petit... C'est ma psychothérapie? Ouais. Je suis en paix, là. mais c'est vrai, je trouve que c'est un bon... Comme tu as dit, mais après, tu as dit qu'il faut être disposé dans ce que tu recherches. Et toi, tu recherchais, comme tu as dit, la légèreté, pas te retrouver dans les mêmes schémas. Donc, il y a quand même cet esprit d'analyse que tu as. Parce qu'au début, tu as eu ce pattern de à chaque fois juste changer d'entreprise pour voir si ça a été différent. Tu as compris que c'était pas différent. Puis tu as décidé d'aller dans quelque chose de complètement autre, rien à voir, mais qui restait quand même dans quelque chose que tu aimes et que tu connais, tu vois. Et ça change tout, parce que ça veut dire que tu as une bonne connaissance de toi. Et on l'a dit dans l'épisode sur l'introspection, la connaissance de soi, c'est hyper important, parce que c'est ça qui te permet un peu de jauger tes capacités, tes compétences, et aussi d'y aller, de pouvoir te dire, je suis capable de pouvoir faire cette formation, et peut-être que cette formation,
elle peut m'emmener encore ailleurs, tu vois, Ouais. même si tu penses pas dès le départ, mais ta posture, en tout cas, dans le fait de je vais choisir de faire des choses que j'aime Ouais. et qui, en plus, va pouvoir m'aider à me reconstruire, ça demande quand même Ouais. un bon. Comment on dit je Un fais en pas de comprend. recul, un pas Ouais, de c'est ça. recul. Mais faut dire aussi que c'était la force de survie. Comme je disais avant aussi, c'était parce que j'étais comme, c'est soit je fais un truc complètement fou Ouais. et peut-être il y a quelque chose, soit je reste ici et c'est clair que je meurs un peu à l'intérieur. Ouais. Donc dans ma tête, c'est hyper dramatique là, mais moi c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'était comme soit je m'éteins dans cette compagnie ou dans ce domaine-là parce que je vois que ça fit pas, je vois que je fit pas. Mais soit je me force, soit je fais un truc puis on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Au pire, on retrouvera autre chose. Mais tu sais, il y avait un peut-être. L'autre c'était comme c'était clair que ça allait. Oui, il y avait Ouais. un côté où tu avais une certitude et c'est pas ce que tu voulais. Ouais. Mais c'est ça aussi parce que, tu sais, parfois on va rester longtemps dans des choses, comme on disait, par peur. Oui. Parce que même si tu sais que ça fait pas du bien, eh ben, au moins tu sais tu sais Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui se arriver, passe. ouais. Alors que de l'autre côté, c'est l'inconnu. Mais pour toi, ça fait Ouais. aucun Ah sens. non, moi Parce je que- dis genre non. Ouais, ça fait aucun sens parce Ouais. que tu dis, ouais, mais ce sera toujours forcément mieux. Mais Pas forcément mieux, où je me mais... dis, mais au moins, même si c'est de la même merde, ben j'aurais essayé quelque chose, tu Ouais. vois. Je sais pas. Mais pour le métier, c'est ça. Mais après, je trouve que les relations, c'est plus difficile à quitter. Oui. Donc, tu as dit que tu n'avais jamais pensé à être entrepreneur. C'est pas quelque chose Non. que tu voulais forcément. Donc, tu travailles dans le salon et finalement, tu quittes ce salon-là. OK? On a fait un petit fast forward. Ouais, de quelques mois. Tu quittes ce salon-là et puis tu as quand même eu un bon attachement aux clientes qui sont venues au fur et à mesure. Et est-ce que tu peux nous dire comment, du coup, tu quittes le salon, mais tu te dis à ce moment-là que tu vas juste t'arrêter, en fait. Oui. Tu vas plus le faire parce que tu n'as Ouais. jamais pensé être entrepreneuse. Non. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu te retrouves dans l'entrepreneuriat? Ben, le harcèlement d'une cliente. Mais bienveillant dans un sens, en fait, c'est que elle voulait tellement que je lui fasse les ongles, alors que je lui disais que j'en faisais plus, que je lui recommandais d'autres super nail tech que je connais à Montréal. Elle était comme OK. Puis le lendemain, elle est comme non, finalement j'ai pensé, je vais pas prendre la recommandation, je veux que ça soit toi. Puis je suis comme mais je ne le fais plus. Elle est comme non mais juste fais-le moi. Je suis comme non mais je ne le fais plus, genre comme un gros gars hyper lourd, elle comprenait pas mon nom. Oui, parce que mais tu sais aussi c'est souvent parce que elle aimait vraiment ce que tu faisais, Ouais. mais surtout elle reconnaissait ton talent. Et c'est ça qu'elle voulait pas perdre. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a comme aussi une confiance, tu sais. Ouais. Quand tu trouves une nouvelle artiste, généralement, tu n'as pas envie de changer. Mm. Et moi, je trouve ça fascinant parce que souvent, les gens, ils repèrent les capacités avant que nous, on les voit. Ouais. Et du coup, dans son cas, pour elle, ça faisait aucun sens. Genre, tu peux le faire chez toi, c'est pas grave. Mais je sais que, tu sais, elle était en mode, fais-le même là, dans la rue. Elle s'en foutait. Elle s'en foutait. Fait que j'ai commencé par elle. Puis après, ben, comme quand j'ai arrêté, certaines des filles à qui je faisais les ongles, elles m'avaient texté. Elles étaient comme, si jamais tu le refais, dis-le moi. Fait que j'étais comme, bon, ben là, si j'en fais une, j'ai juste retexté les autres et tout. Puis elles viendront si elles veulent venir. Mais tu sais, je voulais être transparente de comme, c'était quoi mes nouvelles conditions de travail qui étaient clairement plus aussi hautes que le salon dans lequel je travaillais. J'avais plus genre une centaine de couleurs à leur proposer. J'avais genre 2 couleurs au début. Puis finalement, ben, la majorité sont revenus. Puis j'ai démarré l'entrepreneuriat un peu comme ça. Oui, mais sans m'en rendre compte, on dirait que je l'ai fait plus parce que je voulais pas les abandonner. Puis je me suis dit, ah, j'avoue que... les aider, Ouais, puis je me suis dit, ah, je vais leur ouvrir la porte. Si elles veulent, elles la prennent. Si elles veulent pas, oui, c'était ben, je le ferai juste à une personne. À ma cliente folle, là. Puis... c'est tout, là. Tout. Ouais. Mais c'est une belle chose parce que du coup, comme on a dit, bah, ça fait quand même un dépassement de soi. Et comme tu dis depuis le début, c'est ta curiosité qui te pousse à te dépasser sans que tu t'en rendes compte. Oui. C'est fou. Ouais. Parce que là, du coup, tu es entrepreneuse sans avoir cherché à l'être. Non. Mais parce que, t'es accroché à ta valeur de vouloir aider ton prochain. Ouais. Et puis, 2, t'as quand même ce côté où c'est quelque chose que t'aimes. Et puis, il y a la passion. Et puis, il y a la curiosité de savoir jusqu'à où tu peux aller. Ouais. Donc, là, on est combien de temps plus tard où t'es encore dedans? Ça fait 4 ans. J'ai réalisé ce matin, quand je faisais les ongles d'une autre fille, ce matin, j'étais comme... Je remontais pour une inspiration, je suis comme, attends, mais c'est où la photo? C'est 2022. Ouais. C'est ouf, hein? C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Je sais pas. Oui, je m'attendais vraiment pas et tout.
Puis, non, la vie, c'est plein de surprises. Hein. Si on se laisse la chance d'échouer, des fois, mais tu sais, des fois, j'ai pas pensé si loin. Oui. Tu sais, des fois, on veut se rassurer puis avoir un plan vraiment net de qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va arriver, comment on va arriver. Mais des fois, les trucs, ça va juste s'enchaîner. Puis les étapes à faire, ça va devenir clair au fur et à mesure que tu vas le faire. Des fois, ça sert à rien de... Et aussi, je sais que, parce que ça peut faire peur, mais en fait, quand tu prends conscience que ces dames, elles veulent vraiment venir chez toi, tu sais que tu m'avais partagé que tu avais peur de les décevoir. Ah ouais. Et du coup, comment tu gères ces sentiments de déception ou de doute, etc. Comment tu as géré ça à ce moment-là? Je sais que tu as dit parce que tu étais très transparente avec elles sur les Ouais. conditions, Ouais. mais est-ce que tu penses pas que le fait que enfin, c'était une sorte de peur finalement de te lancer? Ouais. En fait, le truc, c'est que ça avait mal terminé aussi au salon. Donc, j'étais dégoûtée de tout Ouais. ça et tout. Puis... Je voulais plus en entendre parler. Ouais, je voulais juste tourner la page et je sais pas quoi faire, mais faire autre chose encore une fois. Puis oui, en fait, j'avais honte un peu des conditions dans lesquelles j'allais les recevoir, vu ce qu'elles avaient été habituées à avoir. J'étais comme, c'est sûr qu'elles me disent, oui, Laura, t'inquiète et tout, nanana. Mais elles vont voir, puis elles vont être comme, ben non, c'est une blague, en fait. Tu vois, et C'était un scam! ouais. Mais, et du coup, je me dis, ben, je pourrais pas leur en vouloir parce que c'est vrai que c'est un peu un downgrade quand t'es dans un salon très professionnel et finalement, ben, t'arrives chez la fille, puis t'es chez quelqu'un. T'es vraiment chez quelqu'un. Tu fais tes ongles sur sa table de cuisine ou de salle à manger. Ouais. Les lumières sont pas professionnelles. L'assise est pas aussi confortable. Il y a 2 choix de couleurs. Enfin, Oui. et pourtant, le prix ne descend pas. Oui. Le prix ne descend pas puisque pour moi, les costs deviennent encore... Je les assume encore toute seule, tu sais. Ouais. Ça revient... Et puis, vu que t'as rien, ça veut dire que chaque dollar au début que je faisais, pendant les premiers mois, je réinvestissais la totalité dans acheter du matériel parce que je me suis dit, si je veux qu'elle me prenne au sérieux, il faut que moi, je me prenne au sérieux. Puis moi, ça me prenait du matériel plus professionnel. Et à partir de ce moment-là, j'avais plus honte ou plus peur de décevoir et tout parce que j'étais comme ça, de la gueule. Pour moi, ça a de la gueule. Puis oui, c'est vrai, après, t'es toujours chez quelqu'un. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment mal à l'aise d'aller chez quelqu'un pour faire leurs ongles et c'est parfait. Mais j'étais comme, pour ceux qui sont pas mal à l'aise, ce spot-là, le bureau que je me suis pris et tout, ça fait du sens. Ouais. Puis, ouais. Et puis ça se passe bien. Oui, mais c'est vrai que la déception des autres, ça... Encore à ce jour, de mes proches, même des gens que je connais pas des fois, j'ai peur de décevoir. Il me faudra une autre séance, s'il vous plaît, de thérapie pour ça. On fera une autre séance pour ça. Merci. Je note. Mais alors, du coup, on a dit, donc, elle a fait RH, ensuite, tu as fait les ongles, mais il y a quand même un objectif que tu perds pas de vue, c'est retourner à l'école. Oui. Parce que tu veux vraiment pouvoir finalement faire de ta... Enfin, tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous as fait un petit débrief sur là où tu t'en allais. Oui. Mais ton objectif, il est resté le même, c'est pouvoir, à un moment donné, retourner à l'école. Donc, on sait que tu avais un frein financier, parce qu'ici, ça coûte cher. Et puis, tu avais aussi des problèmes de papier. Donc, tu as parlé des RCC, là, tu as des papiers qui fait que tu allais payer peut-être plus cher en tant que Canadien. Ouais. Finalement, tu as cette possibilité de retourner à l'école. Donc là, c'est la minute. Vincent. Mais ouais, ben oui, Vincent, il m'a aidé là-dedans, déjà dans les papiers d'immigration, premièrement. Et oui, et en fait, quand je retourne à l'école, Vincent, il me dit, tu sais quoi, c'est correct, je vais en prendre plus. Fait que financièrement, il m'a aidé. Moi, j'ai commencé d'abord par faire de la psychologie. Mais je savais que c'est pas ça que je voulais faire. Parce que ici au Québec, pour être psychologue, il faut faire un doctorat. Puis oui? Oui, je voulais pas faire psychologie parce que c'est 8 ans d'études au Québec. Puis très contingenté, tout ça. Puis c'était, encore une fois, c'est pas l'esprit dans lequel je veux retourner à l'école. Moi, je veux être dans un esprit d'entraide. Je veux pas être dans un esprit compétitif où on devient tous fous, genre pour avoir une place au doctorat et tout. C'était pas... Je voulais pas que ça soit pénible, en fait. Je voulais aimer les études et faire des découvertes et rencontrer mes collègues et tout. Fait que j'ai fait des recherches pour savoir qui au Québec peut faire de la thérapie. Il y a les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les conseillers d'orientation, les immunologues et il y a certains types d'infirmières. Mais faut que tu fasses des formations plus. C'est pas juste un bac et ça y est, mais il faut faire partie de au moins un de ces ordres professionnels-là. Le domaine d'études qui m'intéressait le plus, c'était le travail social parce que c'est très multidisciplinaire. Fait que je suis retournée là
ben, je suis pas retournée. Je suis allée là-dedans Ouais. et pour moi, là, ça a tout changé Ça ma vie ouais, depuis. c'était exactement là où tu voulais être. Oui, oui, c'était. Et pendant que j'étais dans les cours, pour moi, franchement, aujourd'hui, je dis que le travail social, ça devrait être juste enseigné de base aux gens. Parce que ça te donne tellement une perspective sur comment lire la société dans laquelle tu vis que c'est un peu pour une sorte d'éducation civique. Tu sais, on faisait Ouais, ça au ouais. lycée. Mais pour moi, c'est genre la continuité, mais plus poussée et beaucoup plus concrète à qu'est-ce qu'on va vivre, nous, en tant que citoyens. On aborde les enjeux raciaux, les enjeux sexistes, tout ça, et ça fait du sens pour quelqu'un comme moi qui suis femme, immigrante, racisée, et là, tu comprends, tu lis plus la société pareil, puis tu as plus l'impression aussi d'avoir du pouvoir. Tu ne fais plus juste subir les politiques qui arrivent de toutes parts. Tu comprends que toi aussi, tu as un rôle à jouer en tant que citoyen, puis tu comprends comment tu pourrais le jouer éventuellement plutôt que de juste voter une fois tous les 4 ans. Oui, mais il y a tellement d'autres choses aussi à faire à côté de ça. Le milieu communautaire, c'est hyper riche. On peut s'impliquer. Puis, il n'y a pas juste les élections provinciales. Tu as les fédérales, mais tu as aussi les municipales. Puis, tu peux aussi... Tu sais, il y a tellement de choses à faire. Oui, oui, oui. Donc, Tu deviens acteur. Vraiment, plutôt que juste bouhou, la caca a fait ci, a fait ça, tu sais, c'est comme bon. Et c'est là que ça, tout a pris son sens. T'as trouvé Pour moi, ta ouais. place à ce moment-là. Ouais. Puis C'est trop bien, en vrai. Non, mais moi, viens, on travaille social. Non, mais c'est vraiment des belles études et tout, puis j'ai hâte de travailler dedans. Bah, je travaille un peu dedans, mais travailler plus dedans. De ce que je comprends, c'est que vraiment retourner aux études, tu l'as vraiment vu comme une rédemption finalement. Ouais. Parce que souvent on a peur, tu sais, quand t'as été retourné à quel âge à l'école? Donc là, j'ai 29, j'ai 27. J'avais 27 ans. Donc voilà, t'as repris les études à 27 ans. Ouais. Et souvent, c'est comme les gens, ils ont peur de reprendre, de recommencer. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite parce qu'il a l'impression qu'il va retourner au début, etc. Et pas peur. Mais non. Non, ben, je pense que, ben oui, ça se peut que tu arrives pas, mais juste essaye, tu verras, là. Et en vérité, t'es pas bête. Genre, je pense pas que... En fait, quand t'es tellement... Je sais pas comment dire, mais moi, j'étais tellement motivée. Je voulais tellement... Moi, la relation d'aide, finalement, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis au lycée. J'adore ça, j'adore parler avec les gens, j'adore écouter les gens, j'adore aider les gens si je peux les aider. Tu sais, des fois, c'est pas ma place et tout, mais... Donc, quand je me suis dit, ça, c'est ma chance pour moi, c'était impossible que ça rate. J'étais comme, moi, je vais faire les heures d'études. Je m'en fous. Je vais faire les propédeutiques. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour que ça marche. Donc, c'est comme... J'avais peur, oui, de pas y arriver, mais en même temps, j'étais tellement déterminée. Puis j'avais beaucoup de soutien aussi de la part de Vincent, qui m'encourageait. Tu sais, il m'a jamais... Que ce soit pour les ongles, de toute façon, ou retourner à l'école, il m'a jamais dit c'est stupide, comme il dit, là. Ou il m'a jamais fait sentir comme si c'est comme, bah là, tu recommences quelque chose à zéro. Genre, t'es perdu un peu dans la vie. Genre, t'as bientôt... Enfin, t'as plus que 25 ans, tu sais toujours pas qu'est-ce que tu veux faire. C'est un peu... Tu sais, il m'a jamais... diminué ou quoi, donc moi ça m'a juste donné encouragé. Ouais, puis au contraire il m'a valorisé, il était comme tu retournerais et tout, c'est fou et tout, fait que j'étais comme j'étais comme bah oui je retournerai et tout, fait que oui c'est juste d'essayer je pense, puis d'aller petit à petit et de voir au final, mais c'est sûr que je trempais le pied un peu avant l'orteil. En tout cas, bref. J'ai essayé de retourner, j'ai essayé de toujours mesurer ma capacité d'apprentissage. Genre, quand Vincent aussi terminait ses études, je l'aidais pour faire ses devoirs. Genre, des fois, je faisais ses projets, puis ses notes, moi, j'apprenais pour ma note, parce que c'est moi qui a fait le... Donc, je suis comme, si je suis capable d'avoir cette note-là dans un domaine qui m'intéresse pas tant que ça, parce que c'était dans le cinéma, et je suis même pas allée au cours, imagine ce que mon cerveau peut faire sur un sujet que j'aime, et je vais au cours. Et c'est en français en plus, tu sais, parce que lui, il était en anglais à Concordia. Ouais. Ah oui. Ok, en tout cas, je trouve que c'est tellement valorisant. Et en fait, c'est tellement encourageant de voir les gens qui trouvent leur place. Et on se rend compte que c'est comme l'alignement de plein d'actions que tu as faites qui t'ont finalement emmené là. Et mais comme tu as dit aussi, la force de l'entourage, de ne pas avoir été diminué, etc. Donc, c'est quand même des points d'ancrage. Et je sais que aussi comme tout à l'heure, tu disais que tu étais très fusionnelle avec ta maman. Et je sais que ta famille, c'est aussi un gros point d'ancrage. Donc, actuellement, tu habites ici, ta maman, elle habite à Tahiti et ta soeur habite en France. Oui. Donc, vous n'êtes plus beaucoup ensemble. Non. Mais
je sais que ta maman, elle t'a transmis quand même beaucoup de choses. Et oui, et d'ailleurs, attends, non, parce qu'on va revenir un peu, parce que tu m'as raconté une histoire sur ta maman qui aussi façonne le fait que tu as décidé d'oser quitter ton travail et d'aller sur Ah, autre chose. Et vraiment, il faut qu'elle me raconte cette histoire, parce que je pense que ça vient aussi de là. Tu sais, je te demande oui, comment t'as fait pour avoir le c'est vrai. courage. Mais je pense que l'exemple aussi que tu as eu de ta maman Mm, a guidé mm, cette manière de prendre ton courage et d'aller faire les choses, d'avoir moins peur, de te choisir, de mm, t'écouter et de ne pas te laisser réduire par ce qui t'entoure. Est-ce que mm. tu peux nous partager ce qu'elle Oui, avait fait ta maman? oui. Donc, ma maman, on était à Tahiti. Puis, elle avait un poste dans une compagnie, bref, mais le travail était assez pénible parce que c'était genre dans un entrepôt, il y avait beaucoup de poussière, de bruit, il fallait qu'elle gère une équipe d'hommes qui n'écoutent pas trop les femmes, Ouais. enfin bref, voilà, bref. C'est faut comme se prouver un peu plus quand t'es une Ouais. femme, surtout si tu dois gérer des hommes. Puis elle veut quitter, puis elle annonce qu'elle va quitter, mais l'employeur veut tellement qu'elle reste qu'il lui donne une énorme augmentation de salaire. Puis finalement, ma mère, elle a quand même refusé et elle est partie. Puis elle nous l'a dit et je sais plus quel âge j'avais, bref, mais j'étais adolescente. Et sur le coup, je me suis dit, mais elle est folle. Genre, elle a refusé de l'argent. Puis là, faut remettre en contexte. Ma mère, c'est quand même une mère célibataire qui a 2 enfants. Et elle nous mettait dans une école privée à Tahiti. C'est comme si elle en Ouais. a pas, elle en fait pas des, genre, on a Oui, besoin oui, d'argent, besoin, là, ouais. genre. Donc, j'étais comme, elle est complètement folle, genre. Ça va vraiment vous aider. Ah, ça aurait changé notre vie. Ça aurait changé notre vie. Tu sais, maman, elle a beaucoup. Mais je sais pas comment elle a fait. Hein. Je sais pas comment elle a fait. Elle nous a mis dans des bonnes écoles. On n'a jamais manqué à manger et tout. Mais je le sais que financièrement, elle a dû avoir chaud aux fesses plusieurs fois. Ouais, ouais, ouais. Donc, sur le coup, j'ai pas compris. Mais je pense que ça m'a appris justement cette leçon que même l'argent, même si t'as beaucoup et ma mère était pas dans une bonne position, tu sais, on disait genre c'est pas tout le monde qui peut se permettre de. Oui, oui, Tu sais, j'ai raconté l'histoire du oui. monsieur qui avait ses 3 enfants à charge tout seul parce que sa conjointe est décédée. Fait elle a quand même été assez folle. Ou force. Ouais, tu sais, pour prendre une chance de quand même quitter puis de se retrouver autre chose parce qu'après elle a quand même beaucoup de compétences, ma maman, donc j'imagine qu'elle avait confiance en fait dans ses compétences pour aller chercher une autre job puis comme de fait elle a fait aussi 1000 métiers, ma maman, donc peut-être aussi c'est pour ça que j'ai pas peur de faire 1000 métiers. Oui, J'ai vu ma oui, mère faire 1000 c'est ça. métiers. Donc, je me dis, ah, bah, c'est C'est normal. possible Oui, de le faire. oui, Et avec du recul, tu comprends sa décision? ouais, oui. Puis j'aime mieux qu'elle ait fait ça Ouais. plutôt qu'elle ait juste accepté l'argent et que, ben, elle se soit encore plus fatiguée au travail. Peut-être qu'elle serait partie en burn-out, mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas burn-out, là, ça n'existait pas. Donc, elle se serait juste tuée au travail. Peut-être qu'elle serait tombée malade, on l'aurait Oui. moins vue. Elle aurait été moins joyeuse parce que ma maman, c'est quelqu'un de très, très, j'allais dire luminaire. Lumineux. Lumineux. Puis peut-être elle aurait perdu tout ça. Oui, Donc, c'est oui, clair. ouais, ma maman. J'avais justement vu une étude sur la théorie de l'apprentissage social. Mm. Donc, c'est Albert Bandura, je Ouais, dis bien. ouais. On en a déjà parlé de lui dans l'épisode C'était quel épisode? Avec Joyce, je crois. L'épisode avec Joyce, on a parlé de lui. C'est un psychologue canadien. Mm. Et donc, selon lui, on construit énormément de nos comportements simplement en observant les gens qui nous entourent. Donc, la confiance, le rapport au risque, la résilience. Et on apprend souvent avant même de le comprendre. On dit que les enfants, quand on est petit, les enfants, ils recopient ce qu'ils voient. On dit pas, c'est pas ce qu'ils entendent. C'est pas ce que tu vas. C'est pas ça qu'ils recopient. Ils recopient ce Qui qu'ils voient. perçoivent, ouais. S'ils te voient tous les jours être bien, ils vont Mm. recopier ça parce que Mm. ils sont le reflet. Ouais. Et donc, du coup, il dit vraiment ça, que c'est hyper important de prendre ça en compte dans la manière comment tu évolues en tant qu'adulte. Mais je t'apprends rien. Tu connais déjà tout ça. Mm. Mais j'ai trouvé ça beau parce que finalement, tu as tellement parlé de ta maman, etc., Ouais. que je me rends compte à quel point l'influence est grande. Ouais. Tu vois, Ouais. ton influence est vraiment grande. Aussi, il a mis en place il parle de la théorie d'auto-efficacité. Oui. Je sais pas si tu connais, mais en gros, on a parlé dans l'épisode sur l'introspection, Ok. en partie 2. Et donc, le sentiment d'efficacité personnelle, ce n'est pas juste savoir quoi faire ou être motivé, c'est la capacité de mobiliser toutes ses ressources, donc ses pensées, ses émotions, ses comportements, ses compétences, pour réussir à atteindre un objectif. Mm. En clair, ce n'est pas seulement la motivation, c'est le fait de réussir à s'organiser et à agir efficacement malgré la difficulté. Et du coup, je pense que ta mère, c'est un bel exemple de ça. Ouais. Et qui t'a bien transmis ça. Oui.
Et ma question pour toi, c'est à quel moment tu as compris que ta maman, elle a façonné énormément de choix de ta vie? À quel moment? Je sais pas. Je sais pas à quel moment, je sais pas. Il y a pas eu de moment, je pense. Je pense que c'est OK. J'ai toujours vu ma maman comme une partie de moi. Donc, puis je lui dis depuis que je suis petite que le jour qu'elle va mourir, moi aussi, je vais mourir. Je me vois pas. Genre, elle est littéralement un bout de moi à l'extérieur de moi. Puis c'est ma plus grande tragédie de ma vie parce que je ne la possède pas, évidemment. Je veux pas. Je veux pas. Mais je sais pas, je viens d'elle. Elle m'a élevée. Elle m'a tout montré. Elle m'a. Fait que je sais pas, pour moi, c'est juste normal qu'elle fasse. Je sais pas, en fait, comment les gens qui t'élèvent ne peuvent pas faire partie de toi quand ils ont été bons avec toi, ou peut-être même s'ils ont été mauvais, peut-être qu'il y a quand même une partie d'eux qui s'infiltre à l'intérieur malgré tout. Tu sais, on est une éponge, tu sais, quelque part. Fait que. Mais oui, ma maman, parce que c'est quelqu'un que j'admire, je crois que je prends beaucoup d'elle, c'est sûr. Et est-ce que tu penses que, là, tu as un peu répondu à la question, mais je sais que, tu sais, tu disais quand tu es partie de Tahiti, tu étais avec ta sœur, donc tu avais quand même à chaque fois ces filets de sécurité qui t'accompagnaient à chaque fois. Et puis, tu as quand même une période où tu as dû te dépatouiller toute seule, sans personne. Mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas ce filet de sécurité, tu arriverais? Non. Mais c'est vrai, s'il n'y avait pas eu ma sœur, s'il n'y avait pas eu ma mère, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas faites. Pour le meilleur et pour le pire aussi, des fois, parce que je t'avais raconté que des fois, quand ma sœur est là, je m'autorise à faire plus de trucs fous parce que je me dis. Ça te donne un boost. Oui, parce qu'elle est super intelligente, je sais pas, je la trouve tellement stratège que je me dis, même si je fais un truc vraiment bizarre là et qu'on est dans la merde, Hélène, elle va nous sortir de là. Mais bon, faut que j'arrête là, parce que là, elle est plus là, donc je réfléchis plus. Mais non, je pense que sans un filet de sécurité, sans des gens qui t'entourent, que ce soit ta famille ou des amis, la famille choisie, là, tu feras moins de... en tout cas, moi, j'aurais fait moins de choses, c'est sûr, parce que j'aurais eu plus peur. J'aurais plus peur, puis la famille, c'est une ressource. Oui. Fait qu'on peut si on a les ressources. Donc, moins de ressources, moins de pouvoir. Ouais. Oui. C'est vrai. Tu as dit que quand tu étais petite, tu avais fait de la gymnastique rythmique? Artistique. C'est l'autre. C'est pas grave, t'avais 1 sur 2. Allez. Artistique. Ouais. Et vraiment, t'adorais ça, etc. Ouais. Et t'en as fait dans même tôt, genre 6 ans, etc. D'ailleurs, tous les parents qui écoutent ça, mettez vos enfants au sport. Oui. C'est très important. Ouais. Toi, donc, du coup, le sport est rentré très tôt dans ta vie. C'est après 8 ans, quand t'es partie à Tahiti, t'as fait quoi comme sport, du coup? Je sais plus dans l'ordre, mais en tout, ma mère, elle nous a mis au tennis. Elle nous avait mis... avec l'école, on a fait du judo, on a fait de la natation, on a fait du tir à l'arc, on a fait de l'équitation. Très polyvalent. Je te jure, ma mère, elle nous a lancé dans plein de trucs. Parce que ta mère, elle aimait le sport, du coup. Ma mère, c'est une championne de judo. Il faut savoir. Waouh. Attends, dis bien, championne de judo. De Polynésie française. Waouh. Je sais pas quelle année, par contre, je suis désolée. Mais ah ouais, les championnes, c'est tout ce qu'ils pensent. Voilà. Fait que ma mère est une championne. C'était ancré en elle, donc elle a forcément transmis, elle vous a transmis aussi ça. Et elle a fait carrière à l'armée aussi, donc elle a bougé beaucoup, elle était très physique, puis c'était une femme à l'armée dans le temps, fait qu'il fallait vraiment qu'elle montre que comme... Elle est là. Elle est là. Donc ma maman, et ça a toujours été quelqu'un qui aimait courir. À Marseille, elle courait beaucoup. Ah, du coup, tu la voyais souvent oui, pour elle, je pense que c'était... Bouger, c'est... Elle pourrait pas bouger, ma mère, en fait. C'est ce qui lui fait du bien. Ben, c'est ce que... Franchement, c'est ce que t'as transmis, parce que là, si vous remarquez bien, ton pattern, tu fais beaucoup de choses. Et encore, en termes de sport, on n'a même pas fini sur ce que tu fais. Mais du coup, ta maman, elle t'introduit à ce goût du sport, ce goût de bouger, ce goût... de toujours être actif, et de prendre soin de toi finalement, parce que c'est aussi une forme d'avoir son moment à soi, ce moment où tu vas pouvoir vraiment t'épanouir à travers le sport. Et je pense que le sport, comme au-delà de la performance, au-delà de la santé, c'est aussi un endroit où on doit prendre du plaisir. On doit prendre du plaisir, on doit s'épanouir, on doit se sentir bien. C'est comme une safe place finalement. Quand tu as trouvé le sport qui te correspond,
au-delà, comme si vraiment de la santé. Et donc, toi, tu as décidé, en plus de faire des trucs, de continuer sur cette lancée. Ouais. Donc, arrivé à Montréal, tu faisais quoi comme sport? Le tout premier sport, je suis allée à la salle de sport, Ouais, comme tout normal. le monde, voilà, mais c'est pas machin. Sinon, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien pendant quelques Aurélie années. aussi, elle en a fait, je crois, elle a dit non, le truc qu'elle a fait du jiu-jitsu. Ouais, Ouais. il faudrait que je... Oui, mais Elle a fait. mais c'est un chouette sport parce que il n'y a pas d'impact. C'est ça qu'elle disait. Puis, et c'est sûr, c'est ça. Mm. Parce que c'est le seul art, en tout cas, je crois, c'est le seul art martial qui a pas d'impact. Genre, je te frappe pas pour de vrai. C'est Ouais. des étranglements, puis on joue sur les articulations. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'était que t'as vu un sport aussi, ou je sais plus quoi, mais c'est que tu n'as pas besoin d'être fort. Le crossfit? Oui, c'est de la technique. Oui, c'est de la technique. Ouais, Exact. de la Donc, c'est comme quelqu'un qui a une meilleure technique que toi, Ouais. même si tu es plus fort que lui Ouais. ou que elle. Oui, c'est pas ça qui compte. C'est Voilà. ta rigorosité dans la technique. Exact. Après, Ah, à bien technique sûr, il faut- égale. À bon, technique égale, il y en a un qui est quand même plus fort. Voilà. Voilà. Ok. Donc, jiu-jitsu. Brésilien. Et quoi d'autre? La course, La course. La course, t'en fais depuis longtemps? depuis ma mère, Depuis Tahiti? Marseille. Marseille bébé? Bah oui, parce que quand ta mère, elle allait courir, Oui. du coup, parfois vous l'accompagnez? Oui, parce que je voulais pas quitter. C'est une censure. Je voulais pas la quitter, mais j'étais comme je vais courir avec toi. Ouais. Et on a commencé. Ben en fait, on faisait du roller avec ma mère. Enfin, elle courait Et vous? et Hélène et moi on faisait du roller. Puis, mais tu vois, on sortait, on courait, on allait à la plage des Catalans, des trucs comme ça. Et donc, la course, j'y suis toujours revenue dans ma Oui. vie. Tout le temps, tout le temps. C'est vraiment le fil conducteur quand même, parce que ta mère, elle avait vraiment un amour aussi pour la course à pied. Ouais. Je sais pas pourquoi elle, il faudrait l'interviewer. Ouais, je commence à penser que je devais l'interviewer elle, en fait. C'est pas. Ouais, puis je fais du spinning aussi. Mm. Bah, Depuis. Rosalie, elle fait du spinning aussi. Mais c'est un sport incroyable. Hein. Faut que j'essaye. Viens, je vais t'inscrire. Et... Faut que j'essaye. Et après, on va faire un Aerox ensemble. Je ne répondrai pas, je passe mon tour. Mais ouais, c'est ça pour les sports. Qu'est-ce que ça te procure de faire du sport? C'est plein de choses, mais c'est une manière de célébrer mon corps pour moi aussi, de l'apprécier, de que je peux le bouger encore, parce qu'à un moment donné, on pourra plus autant. Fait que je suis comme, je veux en profiter de ce corps-là. Je veux en prendre soin, parce que faire du sport, c'est vraiment bon aussi. La course à pied, même si, en plus j'ai appris récemment que la course à pied, même si c'est un sport qu'on dit, il y a beaucoup d'impact, c'est pas bon pour tes genoux, ton dos et tout, déjà, tu vas pas juste courir comme ça, et il faut faire du renforcement, il faut faire tes échauffements, tes étirements, tout ça. Ouais. Puis, il faudrait retrouver l'étude, mais j'avais entendu qu'ils avaient pris un groupe de femmes qui faisaient de la course versus un groupe de femmes qui faisaient de la natation, puis ils les ont suivies pendant des dizaines d'années. Et quand est venu le temps de la ménopause, les femmes qui faisaient de la course à pied avaient une perte de densité osseuse moindre que les femmes qui faisaient juste de la natation. Parce que le fait de faire un peu d'impact, ça a juste, genre ton corps il est comme shit, genre on va en avoir besoin, fait qu'il va pas laisser passer, enfin avec la ménopause on en perd à cause du changement hormonal, mais on va en perdre moins. Fait comme faut pas avoir peur à long terme, mais il faut pas avoir peur de d'en prendre soin aujourd'hui quand on est jeune, parce 100%. Que quand tu seras, c'est pas quand ta ménopause va commencer que tu vas te mettre à la course à pied, tu sais. Faut le faire maintenant. Fait que pour moi c'est un moyen de célébrer mon corps, d'en prendre soin, puis des fois mentalement de genre relâcher. Ouais, parce qu'au spinning, c'est genre comme... T'es à 1000%, non? Ben ouais, il y a de la musique, il y a des jeux de lumière, puis si t'aimes là où le coach, tu connais les gens, enfin, tu déconnectes, et puis ça dure quoi? 50 minutes? Après, c'est fini, puis tu rentres chez toi. Ouais. Mais c'est un bon moment de fun, genre. C'est pas que je teste. C'est plaisir. Et donc, l'année dernière, donc au début, je disais que tu m'avais poussé à faire le semi-marathon. Donc, et toi, t'avais fait un semi avant ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton semi, genre... comment ça s'est passé? Comment tu l'as ressenti? Parce que j'ai jamais reçu quelqu'un qui a fait un semi. Comme ça, on peut savoir un peu c'est quoi l'autre angle. Ouais, le truc c'est que moi je me suis pas trop bien entraînée pour mon semi parce que je l'ai fait en fin avril. Ouais. Et en fait, je l'avais fait en fin avril parce que je me dis ça va m'obliger à courir l'hiver. Grosse erreur. Non. Ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faut plus que ça pour se minder à courir en hiver, là, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai couru une fois en janvier, une fois en février, une fois en
en mars, puis c'était fin avril. Fait que fin mars, j'étais comme, oh shit, j'ai couru 3 fois, puis là, je m'en vais faire un 21, ça fait pas sens. Donc là, un mois avant, je me suis dit, bon, ben. Je vais aller à... Ouais, je fais. à 200%. J'ai couru, comme Ouais. je pense, 3-4 fois semaine, un mois avant la course. Le but étant de finir la course. Ouais. Parce que là, je voulais même pas me mettre un truc de temps. Ouais. Bah non. Sinon, je pense que je me serais fait mal, tu vois. Oui. Donc, je me disais, je vais juste finir. Puis, c'est ça. Il a plu toute la journée. Mais t'étais fière de toi, c'était Oui. un bon moment. Oui. Puis, je voyais... En fait, ce qui m'a étonnée aussi au semi-marathon, c'est qu'il y avait tout type d'âge. Mais moi aussi, ça m'avait trop... Mais moi, même de tout type d'âge, il y avait tout type de personnes, Oui. de morphologie, de Oui. tout. Oui. Et du coup, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « Ah non, je veux pas faire semi, moi, j'ai vu les gens courir. Ouais. Vous n'avez pas d'excuses. Comme, juste, ça vous intéresse C'est une pas. grosse force mentale, quand même. Oui, mais... Mais c'est possible. Oui, c'est pas une limitation physique. C'est juste, ça t'intéresse pas. Ouais. Si ça t'intéresse pas, ça peut être ça. Pour moi, ça serait comme la raison valable. Mais dire « Ah non, mais moi, je suis pas quelqu'un de sportif. » Mais j'en ai vu des gens... Genre, j'ai vu des personnes âgées, là, qui sont coincées comme ça. Ils peuvent même pas regarder en haut. Genre, ils sont littéralement... Et ils courent. Wow. Et ils ont fait les 21. J'ai couru à côté d'eux parce que je n'étais pas capable de courir non plus. Mais j'ai vu tout type de personnes. Fait que moi, c'est ça qui m'a impressionnée. Et c'est ça qui m'a fait dire aussi que je vais être capable. J'ai pas vu... Si j'avais vu juste des athlètes courir, je pense que je me serais pas sentie à ma place. Ouais. Des gens qui font le semi en 1 heure, tu sais, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas moi. Donc, j'aurais rien eu à faire. Mais non, ça m'a... C'est important le besoin de pouvoir s'identifier, Ouais. même dans le sport. Ouais. Puis, ou pas, parce que j'ai pas vu des gens qui... C'est pas forcément que je me suis vue dans ces gens-là, c'est que je me dis, ils sont tellement différents. Tu sais, j'ai pas juste vu les athlètes. Oui. J'ai vu, les athlètes, évidemment. J'ai vu des filles qui me ressemblaient, j'ai vu des personnes âgées, j'ai vu des gens plus jeunes, j'ai vu des gens qui avaient qui avaient l'air d'avoir plus de poids que moi, j'ai vu des gens qui avaient l'air d'avoir moins de poids que moi, tu sais, aussi, mais qui couraient à la même allure que moi. Donc, des fois, c'est comme, pas parce que t'es plus léger, tu vas courir plus vite. Oui. Ça veut rien dire aussi, tu sais. Donc, des hommes, des femmes, de n'importe quoi. Donc, ouais. Et là, tu t'en vas pour un deuxième semi, non? Oui. Mais là, au moins, je m'entraîne cet été. Mais là, je pense que tu vas peut-être pouvoir courir en hiver, puisqu'il est en octobre. Donc, techniquement, après, on rentre dans l'hiver. Donc, si tu veux vraiment courir en hiver... Oula, ça commence à se défiler, là. Mais je vais laisser... Mais c'est juste que, genre, l'hiver, faut un mental faut une plus grande discipline que live que j'ai. Tu vois? Parce que moi, j'y vais, puis c'est du plaisir d'être dehors et tout. Enfin, c'est nice. Mais l'hiver... Ben, toi, tu sais, quoi, genre... Moi, j'ai kiffé, hein. Parce que je pense que c'est une bonne expérience. Mais j'ai essayé, encore. C'était pas une bonne expérience. Mais je sais pas, J'ai pas persévéré. C'était pas fun. Oui, peut-être que j'ai pas encore assez persévéré là-dedans pour atteindre ce plateau de fun. Mais aussi parce que tu fais d'autres sports à côté. Enfin, tu sais, tu fais le spinning, puis tu as tout ce que tu fais avec l'école, puis tu travailles aussi au spinning encore? Non. Tu travailles plus? Non. Ouais, parce qu'elle faisait ça aussi. Elle a fait le spinning et puis après elle travaillait. Parce qu'elle a cette tendance, elle travaille quelque part, elle fait quelque chose et puis après elle travaille à l'endroit. Comme j'aime. Mais je continue. Parce que du coup, je me rends compte que quand même, il n'y a jamais de temps mort, vraiment, dans ton quotidien. Dur. Oui. Comment tu le vis? Parce que je veux tout faire. Mais des fois, je suis fatiguée. Ton entreprise, t'as ta vie de famille, enfin, t'es mariée, puis t'as les études, puis t'as tes amis, puis j'ai ma deuxième job. T'as ton deuxième job, et puis t'as le souci de tout le monde, et puis t'es la sangsue de ta maman, donc mais j'ai moins de temps pour cette activité qui me tient vraiment à cœur, d'ailleurs. Mais est-ce que t'as l'impression que tu essaies de fuir quelque chose, ou est-ce que c'est juste ta manière d'être? Je pense que c'est juste ma manière d'être. C'est juste que j'aime trop la vie. J'aime trop la vie. J'ai eu une période où j'aimais moins la vie et je faisais rien. Ouais. Donc, en fait, faire des choses, pour moi, c'est la vie. Oui. C'est faire la vie, c'est expérimenter la vie. Donc, que ce soit dans mon métier, dans mes études, dans mes amitiés, ma famille, les gens que je rencontre, mes engagements associatifs et tout. Mais c'est ça la vie. Je veux dire, après c'est que comme tu as dit tout à l'heure, c'est important pour toi de célébrer ton corps et de faire des choses que tu sais qu'à un moment donné, tu ne pourras plus faire. Donc, c'est comme ça plutôt que tu l'imagines comme de profiter de chaque instant et l'opportunité que tu as dans ces instants-là. Oui.
J'ai pas de... Des fois, j'ai des petits moments, ah oui, je veux performer, Oui. mais c'est plus, je veux performer dans des enjeux qui vont me tenir à cœur, genre mes trucs associatifs, là, ou que comme, ah, faut que je fasse une présentation devant des gens qui sont des universitaires et tout. Oui, là, je vais avoir une pression de performance parce que je suis comme... Mais il y je a veux un pas qu'ils enjeu. pensent que je suis stupide, Oui, tu vois. et puis un enjeu derrière qui est assez gros quand même. Oui, mais et sinon, mais le fait d'être dans cette association-là, pour moi, c'est juste que ça fait du sens pour moi parce que je veux défendre les services publics. Je veux que les gens qui vivent ici à Montréal, on ait des services, on ait un système de santé et de services sociaux qui correspondent à nos besoins. En fait, c'est possible. Oui. Il y a plein de professionnels qui sont compétents. Il y a de l'argent, contrairement à ce que le gouvernement dit, c'est juste qu'ils veulent pas aller chercher l'argent, faire comme Zoran Mamdani, puis d'aller chercher l'argent là où il est. Tu sais, ils veulent juste, tu sais, c'est comme, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis moi, je veux faire partie de ça. Je veux pas être la leaduse de ça, mais je veux contribuer à ça. Mais c'est vraiment beau. T'es vraiment une citoyenne engagée. Donnez-moi la citoyenneté. Ça arrive. J'entends à l'oreillette. S'il vous plaît. J'ai dit aussi, donc je reprends ce que tu avais dit par rapport au fait de célébrer son corps. Parce que je sais que tu m'avais partagé que parfois tu avais un rapport difficile avec ton corps. Et je voulais savoir comment tu fais pour t'aimer au quotidien. Tu vois? Ouais, c'est une grosse question. J'aime certaines choses de moi, fait que des fois, je me concentre sur ce que j'aime de moi. Puis, en fait, des fois, je pense plus à moi. Je pense que c'est bien de se décentrer, en fait. En général, c'est par exemple, moi, je traverse une période où j'ai beaucoup de boutons. Fait que là, c'est facile de, genre, devenir obsessionnelle, mais tu sais... je me force et tout. Après, je fais des démarches pour arranger la situation, mais tu sais, je continue à sortir, je continue à faire les choses où je me sens bien. Ouais, et je me prive pas de sortir ou de faire quoi que ce soit parce que j'ai des boutons ou parce que j'ai pas exactement la forme que je voulais avoir ou quoi. Puis le fait que les gens qui m'entourent vont me dire des belles choses, c'est sûr ça va t'aider. Oui, ça va m'aider et tout beaucoup, mais c'est plus de faire quelque chose que de me regarder. Genre j'aime faire. Et des fois je vais aimer faire une chose, mettons que genre au spinning. J'aime faire le spinning, mais des fois j'essaie de pas trop me regarder dans le miroir parce que je suis comme le moment que je vais me voir, je vais être comme mais c'est quoi ça? Mais je suis comme c'est pas le but. Le but, c'est pas de se regarder. Le but, c'est de sentir, c'est de ressentir. Puis je pense que de m'ancrer dans ce que je ressens dans mon corps plutôt que de ce que ça a l'air, ça m'aide à m'aimer parce que je fais plein de trucs avec que c'est cool, quoi. Ouais. Merci. Et que voilà. Merci, Amy. Alors, qu'est-ce que la Laura de maintenant dirait à la Laura qui est partie de Tahiti il y a presque 10 ans en arrière? Ouais, bah plus. Qu'est-ce que je dirais? Ben, de foncer, là, genre d'y aller, de pas perdre espoir. De pas perdre espoir, puis d'avoir plus d'audace. Ouais. Parler plus fort, rire plus fort, genre vivre plus fort. Genre, pas besoin de... Si à un moment donné, on te demande ou t'as l'impression qu'il faut que tu sois moins, c'est pas bon. Faut partir. Et tu vas même pas le regretter. Même si des fois c'est inconfortable, ça fait peur, blablabla, faut y aller, je pense. Qu'est-ce que se défier ou se dépasser signifie pour toi aujourd'hui? Se faire confiance, je pense. Se faire confiance et oser. C'est de l'audace et de la confiance. Mais pas non plus prendre la grosse tête, là. Genre, mais c'est de l'équilibre quand même. Mais c'est de la prise de risque calculée. Love that. Voilà. Alors, ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu penses que croire en soi est un choix du quotidien? Oui. Et si oui, comment on fait pour à chaque fois prendre le bon choix? On peut pas. On peut pas. Je pense qu'il faut accepter que tu feras pas toujours les bons choix, mais qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, je pense à une phrase que j'ai dit à Vincent hier, puis c'était tellement une phrase cliché, mais tu sais, il dit « Sometimes you win, sometimes you learn ». Moi, je suis comme... C'est une phrase cliché, mais je suis comme... tu sais quoi, tu peux le voir comme ça. Parce que même si tu sais, tous les jobs que j'ai faits, que je suis pas restée les ressources humaines, ben au final, ça m'a juste rapproché de moi. C'est qu'il n'y a aucune erreur, vraiment. Enfin, il peut y avoir des erreurs, mais ces erreurs-là, tu décides t'en retires énormément, puis ça va t'ancrer encore plus dans qui tu es.
pour te rapprocher de toi, puis en faire faire moins de grosses erreurs. Ou, tu sais, comme aujourd'hui, moi, avec le travail social, c'est que j'ai découvert ça. C'est impossible. Tu vas me revoir dans un métier que... Oui, tu sais, qui ne correspond pas. Oui, C'est parce fini. que j'ai fait l'erreur. Ouais. Mais sinon, j'aurais peut-être pas été aussi ancrée. Tu sais, mettons que après le lycée, je serais directement allée en travail social. Est-ce que j'aurais été tellement ancrée dans cette posture-là? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, maintenant, je suis très, très, très solide. C'est... Donc, non, on fait des mauvais choix, c'est sûr, mais il y a quelque chose à faire avec. Et un truc aussi que tu m'avais dit qu'il y avait une avant Laura, quand tu commences ça, et maintenant une nouvelle Laura. Ouais. Est-ce que tu dirais que le fait de te trouver sa place change entièrement sa personne? Genre, ça redéfinit genre, ton univers. Ça redéfinit ta perspective. Je pense pas que ça me change pas au complet. Non, oui. Mais c'est juste que je suis juste plus solide dans mes valeurs. Je m'excuse moins aussi. Je me fais moins petite. Ouais. Donc, et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est vrai. c'est même pas juste à moi, mais ça fait du bien aux gens qui montent. Tu vas juste être plus là pour les autres aussi. Donc, oui, ça va quand tu es à une bonne place dans la vie, je pense que tu es plus disponible pour les autres aussi. Puis moi, je crois que ce que tu donnes, à un moment donné, c'est pas toujours... Tout le monde en bénéficie. Ouais, tout le monde en bénéficie. Puis si tu donnes un peu de toi aux autres, aux bonnes personnes, ça faut faire aussi des mauvais choix. Hein. Des fois, il faut donner aux mauvaises personnes pour savoir après jauger quelle personne valent la peine et tout. Ouais. Mais au fur et à mesure que tu fais ces apprentissages-là, tu vas en trouver des bonnes personnes à qui ça vaut la peine. Puis ça va devenir une extension une sorte de famille, c'est ça. Moi, mes copines et tout, là, je sais que... Genre, ouais, non, c'est vrai. Je me vois pas sans elles aujourd'hui, quoi. C'est vrai. Donc, on arrive à la conclusion de cet épisode de podcast qui a été riche en paroles. Merci, tu as une très belle écoute. Bon, en tout cas, oui, c'était un épisode qui fait plaisir parce que je trouve que tu représentes bien. Ce thème-là, je trouve qu'il te correspondait tellement avec tout ce que tu fais au quotidien, avec le cœur que tu mets dans les choses que tu fais. Tu sais, aussi bien, moi, je t'ai connue à travers les ongles, mais je t'ai connue à travers une photo où de cette photo, j'ai vu ton soin. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, t'es forte, hein? Pour voir. Je pense que c'est Dieu. Ah, ok, vas-y. C'est elle! Et puis la preuve, en vrai, tu m'as grave accompagnée sur plein de choses. Tu as été une bonne oreille attentive et plein de bons conseils. Oui, pour la peinture aussi. Tu m'as beaucoup encouragée sur la peinture. Tu m'as trouvé ce marathon que j'ai fait. Tu vois, c'est comme tu as dit, les gens qu'on croise sur notre chemin, ils ont toujours un impact sur nous. Et je sais que toi, c'est important d'avoir un bon impact sur les gens. Ouais. Donc, je peux te dire que tu as eu un bon impact sur moi. Waouh! Merci! Et puis, c'est ça. En tout cas, comme elle a dit, oser, n'ayez pas peur c'est pas vraiment recommencer, mais n'ayez pas peur de choisir les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. C'est la possibilité, même si l'offre à côté peut être plus allégeante, plus confortable. Et je parle aussi pour moi-même parce que souvent, tu restes dans des postures et tout, tu sais que c'est pas là, mais comme tu disais, tu sais que là, c'est pas l'endroit qui te fait du bien où tu dois être. Et tu sais que là-bas, tu sais pas ce qui t'attend, mais au moins, tu auras essayé et tu n'auras pas de regrets. C'est ça le plus important. Vive la vie comme Laura, chaque instant, pas pour la fuite, mais pour la célébration de la vie. Et merci beaucoup d'être venue sur Destination. C'était un plaisir. Je suis contente. Elle va s'écouter dimanche prochain. Moi, j'ai déjà dit à toutes mes amies, la famille et tout, ils savent. C'est ça, tout le monde stay tuned. Ouais. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour la fin ou... Après, je sais pas, je vais dire Maururu, ça veut dire merci en tahitien. Maururu? Ouais, Maururu. Et voilà, c'est tout. Reconnaissance, voilà. Merci. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. N'oubliez pas que vous êtes une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, mais je le pense quand même. Bisous, bisous. C'était Destination, ton podcast pour avancer pas à pas et explorer tes passions. Alors si cet épisode t'a plu, abonne-toi et partage-le autour de toi. Je suis sûre que ça peut aider plein de personnes. En tout cas, je te remercie de faire ce voyage avec moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape. Bisous, bisous.